Il a commencé à travailler à 14 ans parce que sa famille n'avait pas les moyens de le garder à l'école. Aujourd'hui, il est vice-président global de FSA et Vision, l'un des plus gros fabricants de composants de vélos au monde. Claudio Mara, c'est l'histoire d'une passion, de constance et d'intégrité. Et donc, j'ai commencé à 14 ans. Le premier travail que j'ai fait, j'ai balayé l'atelier et j'ai commencé à nettoyer. Et tout, jour par jour, j'ai appris à faire des travaux spéciaux, comme couper les tubes, fraiser les tubes, les raccords, préparer toutes les pièces pour faire les cadres. De l'Italie à Taïwan, des tubes Columbus au pédalier carbone, il a traversé 30 ans d'évolution de l'industrie du vélo. Dans les années-là, en Europe, on vendait environ 14 millions de vélos. Et dans 3-4 ans, avec le boom de VTT en Europe, on est passé de 14 à 24 millions de vélos. Dans cet épisode, Claudio nous raconte comment il a gravi les échelons, depuis l'atelier jusqu'à la direction, et pourquoi la production a basculé en Asie. En Asie, ils ne travaillent pas 14 heures par jour, non. Ils travaillent 8 heures. Mais la productivité des 8 heures en Asie, c'est peut-être 50% plus de la productivité des 8 heures en Europe. Ce que le boom post-Covid a révélé sur l'industrie et sa vision pour l'avenir du vélo. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation que les ventes du marché, ça, c'est les ventes réelles qu'il y a dans le marché. Tout le monde dit, mais peut-être ça va revenir. Non, ça ne va pas revenir. Ça, c'est la réalité du marché. Un témoignage rare, sans filtre, sur les coulisses d'un secteur en pleine mutation. Aujourd'hui, si tu regardes Internet, tu vas sur Alibaba ou autres sites comme ça, tu peux voir des roues carbone à 200 €. Tu peux voir des cintres carbone à 50 €. Tu peux voir des cadres carbone à 250 €. C'est pas la réalité. Mais là, il y a des volumes énormes qu'au lieu de jeter à la poubelle, il va les reverser en Europe, essayant de récupérer une partie du coût de production. Dans les précédents épisodes, je vous ai parlé de Shifter, le sponsor d'En Roue Libre, et donc je vais voulu me rendre dans un vrai magasin avec des vraies personnes comme Mehdi pour qu'il nous explique comment est-ce qu'il utilise Shifter tous les jours. Moi, c'est Mehdi, cofondateur du Ravito 18, magasin de vélo, atelier de réparation, lieu de rassemblement pour les passionnés du cycle. Shifter nous fait gagner du temps en équipe, autant sur la partie réparation que sur la partie vente, de la prise de rendez-vous jusqu'à la facturation. Également sur le réassort, on a des messages d'alerte lorsque notre stock est en dessous du seuil respectable, on va dire. Ça nous permet de faire des rentrées de stock et de faire des commandes assez automatisées. C'est un gain de temps énorme pour nous. Ouais. On va pouvoir créer des devis, les envoyer directement via la plateforme et on va pouvoir faire le suivi de la clientèle autant sur la partie réparation que la partie vente. C'est un tout en un. On a tout à disposition avec un seul logiciel. Bon bah si comme Mehdi vous voulez optimiser la gestion de votre shop, rendez-vous sur app-shifter.com/enroulibre avec le code enroulibre30 et bénéficiez de 30% de remise sur votre abonnement. Et chaque mois, Shifter tirera au sort un magasin qui aura utilisé le code et lui offrira 1 an d'abonnement offert. Merci d'avoir regardé ça et retour à l'épisode. Et maintenant, mesdames et messieurs, place à mon invité du jour, Claudio Mara. Donc Claudio, tu as démarré à 14 ans ta carrière dans le monde du vélo et aujourd'hui tu es à la tête de FSA. Si tu avais un message que tu voudrais faire passer peut-être à des jeunes qui ont envie de faire carrière dans l'industrie du vélo, ou peut-être des jeunes ou des moins jeunes, des gens qui veulent faire carrière dans l'industrie du vélo, ce serait quoi? Bon, tout d'abord, la chose que je voudrais bien conseiller à tout le monde dans l'industrie du vélo et même d'autres domaines, c'est de faire toujours le travail de tous les jours avec passion. Ça, c'est la chose qui fait la différence parce que si tu mets la passion avec ce que tu fais, ça devient tout plus facile, tu le fais avec plaisir. Il passe la journée très vite et tu peux voir, tu peux sentir aussi les progrès que tu fais jour par jour. Et ça, avec la possibilité de démontrer à tous les interlocuteurs que tu as à partir du matin au soir, tu peux vraiment partager ce type de passion. Ça sera quelque chose que tout le monde il peut sentir et ça te revient dans une manière positive. Et tu peux construire jour par jour la carrière de le futur. Et si tu travailles d'une manière de très fort patient, avec constance, avec honnêteté et avec intégrité, tu peux voir que tu peux vraiment construire tout ce que tu veux dans la vie. Ça, c'est ce que j'ai appris dans ma carrière. Ouais. Alors, tu parles de passion, moi ça me parle beaucoup, mais on va dire que c'est pas toujours très très simple de trouver quelque chose qui nous intéresse
surtout quand on commence. Toi, tu as commencé par... Enfin, d'ailleurs, dis-nous comment tu as commencé. Euh, et- Parce que, en fait, la manière dont tu as commencé, tu vas nous en parler, pardon, juste après, mais euh, c'était pas forcément quelque chose dans lequel toi, tu pouvais exprimer ta passion du vélo. Et puis, c'était peut-être même pas la passion. Euh, En fait, je me demande simplement comment est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui nous écoute peut manifester sa passion dans un métier qui, peut-être au début, n'est pas extraordinaire. Peut-être que c'est de la mécanique dans un magasin de vélo, peut-être que c'est autre chose. Exactement. Oui, je voulais dire justement ça. Moi, je me trouve dans le vélo par hasard, pour une question de connexion, parce que quand justement je devais commencer à travailler à 14 ans, j'étais obligé parce que je voulais aller à l'école, mais ma famille était pauvre, donc elle ne peut pas me maintenir à l'école. J'étais obligé de trouver un travail et de faire les études le soir. Et donc, pour moi, de commencer à travailler avec 14 ans, je pouvais faire toutes les choses. Donc, par hasard, il y avait mon beau-frère qui c'était un ancien coureur, qui avait arrêté de courir et il travaillait chez Rosine. Et il m'a dit, bon, Claude, si tu veux, chez nous, ils cherchent des ouvriers. Donc, si tu veux, je peux demander s'il peut t'embaucher. Je dis, pour moi, c'est OK. Euh, pour moi, j'ai besoin d'un travail. Tout le travail, c'est bien pour moi. Donc, je suis allé faire une interview et Rossini, c'était une marque de vélo italienne que maintenant elle a un petit peu disparu. Mais à l'époque, dans les années 80, c'était même niveau de Colnago. Peut-être à l'époque, même plus, parce que Colnago, c'était vraiment une chose artisanale locale. Mais Rossini commençait déjà à faire des choses à l'extérieur, dans les autres pays, aux États-Unis, commençait déjà à faire des ventes déjà hors d'Europe. Et surtout parce que le fait que Rostin, le patron, il voyageait, il pouvait apprendre des nouveaux tendances, des nouvelles couleurs, des nouveaux, comment dire, solutions pour les vélos. Donc, ils amènent toujours des nouveautés. Et donc, j'ai commencé à 14 ans. Le premier travail que j'ai fait, j'ai balayé l'atelier et j'ai commencé à nettoyer et tout, jour par jour, j'ai appris à faire des espèces des travaux spéciaux comme couper les tubes, fraiser les tubes, les raccords, comment c'est, préparer toutes les pièces pour faire les cadres. Et donc, là, j'avais 14 ans et j'ai commencé vraiment de zéro. Et je vais travailler 8 heures le jour. Et le soir, à 5 heures, j'allais à la maison, je fais une douche et je prenais le bus pour aller à faire les études jusqu'à 11 heures le soir, pour 5 ans. Parce que quand même, l'objectif de ma vie, c'est toujours de voyager, de connaître des personnes, de voir des places, et être un petit peu, comment dire, spectateur du monde. Je voulais ça, c'était ma mission que j'avais dans ma vie. Et surtout, de le faire dans une manière, comment dire, libre. Et donc, tout doucement, j'ai commencé à faire ce type d'expérience chez Rossini. Et donc, j'ai commencé, c'était le 79, j'avais 14 ans. Et après, comment dire, dans le 1987, tout doucement, je suis devenu chef de production de Rossini. Et c'était bien parce que dans ces années, on a eu la possibilité de faire beaucoup d'évolutions, surtout de découvrir en Europe la production du VTT. Comme j'expliquais, le patron de Rossini allait faire des salons aux États-Unis, à New York. Il n'y avait pas un salon de vélo, mais il y avait une espèce de exposition dans les hôtels, parce qu'il n'y avait pas comment dire, de salon officiel dans le monde entier. Donc, il y avait un hôtel à New York et il y avait les fabricants de vélos qui faisaient des petites expositions un petit peu artisanales. Et donc là, il a vu les premiers VTT faits par Tom Ricci, par Cunningham, par autres pionniers Specialized qui commençaient Max Senior aussi à faire quelque chose. Et donc il a Monsieur Garbelli et il a racheté 3 VTT et il les a importés en Italie pour voir comment ils étaient fabriqués, la géométrie, la dimension des tubes, le passage des roues, les pneus, tous les détails, parce que pour nous c'était tout nouveau. En Italie, on avait des vélos avec des pneus larges, mais c'était les vélos qu'utilisés pour faire la livraison du pain. Et donc, c'était un petit peu. Au début, on les appelait les vélos comment dire, pour la livraison des pains. Donc, Juste, pardon Claudio, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que vous vous intéressez au VTT? parce que il y avait quelque chose d'intéressant, c'était une évolution pour permettre surtout de faire du vélo
off-road. Pas sur comment dire, sur les routes, mais surtout dans la nature, au milieu de partout. À l'époque, il y avait que des vélos cyclocross qui te permettaient un petit peu, mais c'était limité. C'est comme des vélos pour la compétition cyclocross. Il n'y avait pas des vélos qui te permettaient d'aller faire comment dire, des promenades dans les forêts, où il n'y avait pas comment dire, d'asphalte. Et donc, c'était ça qui était intéressant. Et les Américains, ils avaient vu ça comme quelque chose de vraiment de nouveau, qui t'amenait à faire des aventures dans des nouveaux espaces que ce n'était pas possible avant. Et donc, c'est pour ça qu'il a trouvé intéressant. Donc, il a amené le vélo en Italie. Nous, on l'a tout démonté. On a vu comment il était fait, les pièces, tout ça. Et donc, on a fait faire chez Columbus les premières séries de tubes pour faire le VTT avec les dimensions et surtout les courbes pour les bases arrière pour passer des pneus plus larges, pour faire des vélos avec des géométries complètement différentes. Et donc, on a fabriqué 3 cadres VTT en Europe. Je pense qu'à l'époque, c'était le 1981, c'était vraiment les premiers cadres fabriqués en Europe VTT. Et de ces 3 cadres, on a fait le premier, on l'a envoyé chez Campagnolo pour lui demander d'étudier un groupe pour monter sur le VTT. Parce qu'à l'époque, il y avait des pièces Shimano, Suntour. Même à l'époque, c'était plutôt Suntour que Shimano. Parce que Shimano, il venait commencer, Suntour était déjà plus fort au Japon. Le deuxième, on l'a envoyé chez Cinelli, parce que Columbus Cinelli, c'était le même propriétaire avec Antonio Colombo. Et donc, pour eux, pour voir un petit peu de faire les guidons, les tiges de selle, les composants. Et nous, on a gardé le troisième cadre pour le monter et faire le premier vélo Rossini VTT en Europe. Et on a regroupé les pièces. En l'époque, on avait utilisé des pièces de cyclocross pour monter les vélos. On a fait le premier vélo. Et de là, on a exposé le premier vélo au salon de Milan, à l'EICMA, en 1982, quelque chose comme ça. Et je me rappelle très bien que tout le monde, il nous rigolait un petit peu derrière, il disait encore Rossini qui fait les vélos de route pour les professionnels, il se met à faire des vélos pour livrer le pain. Parce qu'ils n'avaient pas compris l'esprit du VTT. Et donc après ça, c'était la première évolution du VTT en Europe. Et donc après, c'est l'histoire qui a vraiment vu qu'il a changé le monde du vélo. Pour vous donner une information, dans les années-là, en Europe, on vendait environ 14 millions de vélos. Et dans 3-4 ans, avec le boom du VTT en Europe, on est passé de 14 à 24 millions de vélos. Donc c'était une explosion énorme, seulement en Europe, mais après dans le monde entier, ça a changé complètement le monde du vélo. Ça été, on peut dire, une révolution parce que on a vu grâce au VTT des nouvelles marques arriver dans une manière forte et très, très grosse comme les Américains, Specialized, Cannondale, en même temps Trek, Scott. C'était des marques qui n'existaient pas avant dans le monde du vélo, qui sont arrivées dans une manière très forte, puissante. Ils ont vraiment fait la révolution pour le vélo et aussi pour l'industrie, qu'on peut voir aujourd'hui les répercussions qu'il y a sur le marché mondial, qui est quelque chose de vraiment plus gros. Si on voit les marques européennes, ils sont restés un petit peu petites, ils ont même disparu à qu'une. Mais aujourd'hui, les leaders du marché mondial, c'est fait par les Américains, un petit peu les Allemands maintenant. Mais les autres en Europe, ils sont un petit peu en grande difficulté, à part quelques marques comme Orbea. Peut-être en France, il n'y a plus personne. Je veux dire, des grandes quantités, à part des des marques artisanales. Et même les autres Européens, ils ont fait beaucoup de difficultés à survivre, il faut dire. Quand je t'écoute parler du début du VTT, je peux pas m'empêcher de penser à ce qui se passe dans le gravel. Est-ce que ça te rappelle des choses, ce qu'on voit dans le gravel aujourd'hui? Est-ce que ça te rappelle des souvenirs? Oui, parce que comme je disais, le gravel, ça nous ressemble surtout au cyclocross. C'est un petit peu, pour notre comment dire, expérience, c'est une évolution du vélo du cyclocross. Le cyclocross, c'était avec des pneus tubulaires très légers pour être, on dire, facile à prendre. Et le gravel, c'est un petit peu l'évolution de ce qu'il y a, parce que aujourd'hui, on pouvait faire du gravel avec les VTT, mais c'était quand même des vélos
lourd, un petit peu, comment dire, gros comme dimension. Peut-être, il y avait besoin de quelque chose que c'était plus facile, plus pratique, sans faire comment dire, des vélos extrêmes qui peuvent être pour grimper dans des inclinations importantes. Plutôt pour se balader dans une manière tranquille. Et donc, ça, c'est un petit peu l'évolution qui c'est à mon avis, pour le moment, le succès qu'on est en train de vivre du gravel, c'est un petit peu le compromis idéal. Parce que, je veux dire, et il y a beaucoup de cyclistes de vélos de route qui aiment bien la route, mais ils voient ça toujours plus en plus dangereux parce qu'il y a beaucoup de trafic. Surtout parce que aujourd'hui, tous les voitures, les personnes qui conduisent les voitures, ils ont toujours le téléphone dans les mains et ça devient toujours plus dangereux. D'autre côté, et donc, ils aiment pas prendre un vélo VTT parce que c'est un vélo complètement différent du vélo de route. Comme je disais, la géométrie, le poids, les dimensions, tout ça. Et donc, au contraire, avec le gravel, ça lui permet d'avoir un vélo confortable avec les mêmes dimensions de vélo de route, mais adapté pour faire le off-road. Donc, c'est un petit peu ça le compromis. Et on a vu que c'est le succès général, pas seulement en Europe, surtout aux États-Unis, où les personnes, ils ont vraiment peur de faire du vélo sur la route. Donc, c'est pour ça qu'il nous amène à avoir un succès de ce vélo. Et je pense que là, on aura encore plus en plus de le futur. On peut voir au niveau des quantités de vente de vélos, on a vu que le VTT classique, il est en grande difficulté au niveau de pourcentage des ventes. Et au contraire, le gravel est une grande progression. Donc, c'est pas que le VTT est fini, mais il y a une évolution du client qui bascule du VTT au vélo gravel pour faire ce type d'utilisation. Et le marché de la route? Il est quand même constant parce qu'on a vu que il y a même les nouvelles générations, ils aiment bien le vélo de route parce que c'est quelque chose de joli, très simple, plus performance, plus comment dire, de compétition. Surtout parce que les jeunes, ils aiment bien de voir, comment dire, de se faire un petit peu de compétition entre eux, entre les copains. Oui. Et surtout parce que maintenant, on peut avoir aussi des informations. Tu peux voir la puissance, tu peux démontrer combien tu as fait de watts, tu peux mesurer la cote, combien de minutes tu as utilisé pour la faire. Il y a des dates. Donc, les jeunes, ils aiment bien surtout ce type d'utilisation. Ouais. Donc si on revient ce premier VTT, enfin ces VTT que vous lancez, comment tu vois, enfin, comment ta carrière évolue plutôt, à partir de ce moment-là? Alors, justement, comme j'avais fait référence à Columbus, avec Columbus, on a toujours eu moi à l'époque, j'étais client de Columbus. Donc, Rossini, c'était une référence pour Columbus parce que on a toujours travaillé avec Columbus pour développer des nouveaux produits, pour donner des informations. Comme je disais, Rossini, c'était un petit peu un précurseur de l'innovation, des tendances. Rossini, par exemple, à l'époque, à part du VTT, c'était une des premières sociétés qui a fait le vélo contre la montre avec les roues avant 26 ou 24 avec les guidons, avec le base bar pour faire un petit peu, on disait en Italie, corne di bue, c'était un petit peu les cornes de vache, parce que c'était quand même une position complètement différente pour faire le vélo contre la montre à l'époque. Et Rossi, c'était l'une des premières sociétés. C'était une des premières qui utilisait aussi, de manière standard dans le vélo contre la montre, aussi les roues lenticulaires qui étaient fait par Moser pour le record de l'heure. Et donc, grâce à ce type de collaboration avec Columbus, ça nous a donné la possibilité de faire toujours des évolutions. Et même Columbus a pu progresser grâce à notre, disons, demande de produits spéciaux. Ça crée toujours des évolutions au niveau des formes de tubes, aérodynamiques, aussi au niveau des épaisseurs. Et on avait donné beaucoup de solutions. Mais quand même, dans les années 80, c'était toujours mon rêve qui était toujours là de voyager, de connaître le monde entier, d'être un petit peu, comment dire, témoin de ce qu'il y a dans le monde entier. Et donc, avec l'idée de faire toujours ça, j'étais en contact avec des ingénieurs de Columbus quand ils avaient toujours des nouveaux produits. Ils venaient chez moi, chez Rossini, pour me les faire tester, pour me demander mon avis, si c'était bien, si de faire des modifications. Et moi, je disais, oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, ils retournaient arrière. Et donc, ils changeaient les outillages, ils devaient faire encore des nouveaux produits et ils passaient des mois. Alors, mais à l'époque, Columbus, c'était une société à l'avant-garde au niveau des produits parce qu'ils avaient pris beaucoup de marchés à Reynolds, que c'était le leader du marché à l'époque, à Vitus en France, que Vitus, il n'a pas été capable d'évoluer au niveau des produits.
Et c'était ça les sociétés sur lesquelles il y avait la compétition sur les tubes de vélo de haut de gamme. C'était les 3 marques là qui un petit peu c'était, sur le marché. Mais aussi, Columbus, c'était toujours, l'innovation au niveau des aciers, au niveau des matériaux, des formes des tubes et donc ça fait la grande différence et surtout parce qu'ils avaient fait aussi un marketing important avec Columbus, était vraiment capable d'expliquer, la différence entre, les tubes de qualité et les tubes normaux. Donc, Columbus était vraiment à l'avant-garde. Et j'ai dit, bon, c'est Columbus, il a la possibilité d'être présent dans le monde entier, parce que ça peut être intéressant pour moi de travailler chez Columbus. Alors, j'ai eu l'idée et j'ai dit à l'ingénieur Dell'Era, j'ai dit, Dell'Era, mais au lieu de faire les tubes, venir ici chez Rossini et donc les faire, et donc vous devez retourner arrière, les refaire, et ça vous dépense de l'argent et beaucoup de temps. Pourquoi vous me prenez pas, vous m'embauchez? Et donc, au niveau de développement, je vous donne déjà les conseils. Comme ça, on arrive déjà au premier produit, déjà, OK. Autrement, ça nous a la possibilité de gagner beaucoup de temps et d'épargner au niveau des coûts. Et donc, pendant le développement, je vous donne déjà les solutions idéales. Et il a dit oui, en effet, c'est une bonne idée. Et donc, il m'a embauché chez Columbus. J'ai quitté Rossini après 12 13 ans. Je suis allé travailler chez Columbus comme assistant du bureau technique avec Dell'Era. Donc, ensemble, on a travaillé au niveau du développement des produits pour Columbus. Et donc, ça, c'était pour moi la première possibilité d'être en contact avec le monde entier parce que chez Rossini, j'étais le responsable de la production, donc j'étais toujours à l'intérieur. Et donc, j'avais pas de contact avec le monde extérieur. Ah, oui, de temps en temps avec les coureurs, avec les clients, mais c'était toujours un petit peu des choses occasionnelles. Mais avec Columbus, c'est vraiment la possibilité d'être avec le contact avec le monde entier. Et donc, et là, avec Columbus, j'ai la possibilité d'être en contact avec beaucoup de clients en Europe, surtout avec les magazines et pendant les salons. Surtout, j'étais la possibilité d'être vraiment en contact avec les acteurs principaux du monde entier. Et surtout, de le fait que j'aimais mon travail. Je travaillais, par exemple, à midi, tout le monde allait faire le repas et moi, je travaillais parce que je profitais comment dire, de ces moments qu'il y avait personne dans le bureau pour étudier, pour comprendre mieux les choses. Ou le soir, à 5 heures, tout le monde allait à la maison. Moi, je restais au travail pour étudier, pour faire des améliorations toujours et faire des progressions. Et il y avait la possibilité que pendant que j'étais tout seul au bureau, il y avait des coups de téléphone. Moi, je répondais au téléphone. Et la plupart, c'est des clients qui essayaient de parler avec quelqu'un. Et les clients, toutes les fois qu'ils parlaient avec moi et ils m'ont demandé des questions, moi je répondais de manière concrète, professionnelle. Je savais quel était le problème parce que j'avais travaillé comme eux, donc je lui donnais la solution. Et tous les clients étaient étonnés. Waouh, finalement il y a quelqu'un qui parle la même langue que moi. Il comprend mes problèmes parce que chez Columbus il y avait des grands ingénieurs métallurgie, mais personne qui avait capacité de fabriquer des vélos. Et donc avec moi, ils avaient eu la possibilité de faire ce type de solution. Et avec le temps qui passait, les clients, toutes les fois qu'ils appelaient chez Columbus, ils voulaient parler qu'avec moi parce qu'on avait le même type de langue. Et donc, tout doucement, il y avait la possibilité de me faire connaître. Alors, j'ai dit, dans les années 93-14, il y avait un petit peu de crise et Columbus, il avait un petit peu de problème au niveau de travail. Alors, j'ai eu l'idée, je dis, je vais chez Monsieur Colombo, je lui explique que peut-être je peux faire l'assistance aux commerciaux et je vais faire le support pour aller trouver des nouveaux clients et trouver du travail. Et j'ai aussi la chance que je parlais français parce que moi, je suis né en France à l'époque, non? Donc, j'avais la possibilité de faire des études en France, je parlais le français. Et donc, Monsieur Colombo me donnait la possibilité de travailler en Italie et aussi commencer à visiter la France. Donc, avec l'agent de Columbus, à l'époque, c'était Bernard Gercy, on allait visiter les clients en France, on allait chez MBK, on allait chez Peugeot, on allait chez Ronal à l'époque, il y avait des fabricants. Euh, et Decathlon commençait à faire des vélos de haut de gamme et donc ils nous demandaient d'avoir des vélos avec le type Columbus. Et Decathlon, à l'époque, c'était aussi un grand client parce ils avaient fait des chiffres importants. Et aussi, on avait la possibilité de travailler avec beaucoup d'artisans comme Sifac. C'était un des artisans les plus, à mon avis, un des meilleurs qu'il y avait en France, surtout parce qu'il avait aussi l'innovation de faire des nouveaux matériaux. Avec Sifac, on a développé l'aluminium, par exemple, dans les années 90. Excuse-moi, je m'arrête là-dessus, mais hem,
on a développé l'aluminium. Aujourd'hui, bon, on a basculé beaucoup sur le carbone. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que l'aluminium, était si, on va dire, nouveau, si différent et pourquoi est-ce que c'était pas utilisé avant? Alors, tout d'abord parce que de travailler l'aluminium, c'est une technologie complètement différente. Quand tu dois travailler de l'acier, c'est un système de soudure totalement différent. Mais avec l'aluminium, il faut utiliser la soudure à TIG. Donc, ça veut dire qu'il y a la possibilité de faire la fusion dans les deux tubes ensemble. Mais avec l'acier, les tubes étaient mis ensemble avec du matériau soudé avec. Donc, ils étaient un petit peu, comment dire, collés Mmh. d'une manière simple à expliquer. Entre le TIG, il y avait la fusion des deux tubes, plus un cordon de matériel en plus. Et ce type de technologie arrive aussi grâce à l'avènement de la collaboration de faire des cadres en Asie, où l'Asie, pour une question de rapidité et surtout de quantité industrielle, de faire du brasage, c'est trop lent et il faut trop de temps, il faut un savoir-faire très, très difficile à apprendre. Et ils n'avaient pas la capacité en Chine, en Asie, au Taïwan. Donc, au contraire, ils avaient la technologie de la soudure à TIG. Donc, ils ont développé les cadres acier à TIG. Ils avaient la technologie de souder à TIG, donc d'apporter le même matériau, la même technologie aussi sur les tubes d'aluminium. L'aluminium commençait bien à utiliser déjà avec les bateaux, d'autres, disons, aussi d'autres industries pour, même dans le monde de la voiture, de la moto. Ils avaient l'avantage d'avoir des matériaux très légers et très rigides. Et les vélos, surtout de route et VTT, ils avaient besoin de gagner du poids, être rigide parce qu'il y avait moins de dispersion d'énergie et donc c'était quelque chose de très, comment dire, valable au niveau performance. Et donc ils ont pris la technologie et tout doucement, ils ont emmené ce type de technologie même dans le vélo de haut de gamme. C'est pour ça qu'ils ont commencé à faire des cadres avec l'aluminium. Et donc il y avait aussi la technologie qui avançait. Ils ont l'industrie de l'aluminium, ils ont commencé à faire des tubes avec des épaisseurs plus petits qui c'était très convenable pour les vélos. Et donc c'est ça que ça a ouvert cette évolution. Au début, c'était que des cadres aluminium, mais quand même un petit peu, comment dire, lourd, parce qu'il y avait des épaisseurs très importantes. Mais tout doucement, avec ce type de besoin, donc Columbus et d'autres sociétés, avec aussi aux États-Unis, il y avait Easton, qui avait une technologie d'aluminium très évoluée, qu'ils arrivaient dans d'autres industries. Ils ont fait des tubes pour les cadres de vélo avec des épaisseurs très fins. Et ça nous a permis de faire des cadres de route, par exemple, 1,2 kg, 1,3 kg contre des cadres acier légers de très haute gamme qui étaient 1,5 kg, 1,6 kg. Donc, il y avait un gain de 20-25% et surtout de poids et surtout aussi une augmentation de la rigidité. Donc, c'est un petit peu ça que ça a créé l'intérêt de changer des matériaux. Mais, je ne sais pas dire si c'est bien ou mal, mais malheureusement, c'était quand même une période très limitée parce que grâce à ce type de technologie, après 2, 3, 4 ans, c'est arrivé le titanium. Le titanium, donc c'est toujours soudé à TIG. Et surtout, le titanium, c'était l'avantage que le matériau est très dur, très robuste et aussi plus léger. Et le seul limite, c'est le coût du titane qui est très cher et aussi le type de soudure, il nous demande de faire des précautions très spéciales. Donc c'était le produit peut-être un des meilleurs pour être utilisé pour les cadres, mais très, comment dire, délicat pour la fabrication. Et le coût était très, très, très élevé. Disons, un bon cadre titane très léger avec de bonnes performances, ça coûte peut-être 4-5 fois plus d'un cadre aluminium et 6-7 fois plus d'un cadre acier. Donc, c'est vrai qu'une fois que le cadre titane est bien fait, on peut dire c'est pour la vie parce qu'il Mmh. il fait pas de oxydation, il fait pas de rouille et même si tu fais des shoots, il fait pas comment dire, de déformation et donc c'est vraiment quelque chose, vraiment, révolutionnaire et aussi au niveau d'utilisation, c'est un petit peu du matériau un petit peu élastique. Comme tu pousses, ça te revient aussi la puissance que tu essaies de pousser et donc au niveau performance, c'était des meilleurs et donc c'était dans les années 80, à la fin des années 90, si on fait des références, il y avait l'équipe Festina avec Peugeot, Virenque,
Chiappucci, Bugno et tout le monde dans le top utilisait des cadres titane. Même c'était des cadres qui n'étaient pas dans la gamme parce qu'ils étaient trop chers, mais au niveau Tour de France, au niveau des compétitions, les coureurs de haut de gamme utilisaient les cadres titane. Et on peut voir que surtout Viran qui avait le cadre jaune, on peut voir la finition chromée jaune, que c'est quelque chose de si joli à voir. Et donc, les meilleures étapes de l'époque étaient faites gagnées tout avec le titane. Et donc, l'avènement du titane après celui de l'alu. J'ai eu la chance de vivre l'évolution du matériau. Donc, on a commencé avec l'acier avec les raccords. Après, on a fait l'acier pseudo-brasé sans les raccords. Après, il est arrivé l'aluminium. Après, il est arrivé, bien sûr, le titane. Et entre-temps, on avait vu dans ces années quelques marques qui commençaient à proposer des cadres carbone. C'est surtout, on prend de référence la France, c'était les cadres TVT. TVT qui commençait à proposer des cadres carbone quand même un petit peu innovatives au niveau forme, au niveau du poids. Et on a vu aussi Indurain qui a gagné des Tours de France avec le cadre TVT marqué Pinarello, mais c'était tout ça. Et TVT, c'est une marque française qui est arrivée peut-être dans l'aéronautique, ils avaient fait des évolutions. Il y avait eu dans le passé autres marques, ils avaient essayé de faire des cadres carbone collés, mais l'école, ou peut-être qu'il y avait, ou la technologie n'était pas au bon niveau, il y avait toujours des problèmes de qualité après des utilisations des tubes se décollaient, donc ça devenait aussi dangereux pour le coureur. Et il y avait eu à l'époque Look qui avait fait des essais, mais ils n'avaient pas marché. Il y avait à l'époque, il y avait peut-être aussi Time, ils avaient essayé, mais ça n'avait pas marché. Et TVT a fait quelque chose, mais ça n'a pas marché. Mais surtout dans à la fin des années 90, avec l'évolution de la technologie, avec l'école qu'ils ont fait des progressions énormes, donc on avait reçu un niveau de qualité surtout fiable. Et donc à la fin des années 90, on a commencé à avoir des grosses quantités de fourches carbone qui étaient arrivées dans le marché. Et le premier à être le leader des fourches carbone, c'était Time. Si vous vous rappelez bien, à la fin des années 90, tous les cadres et les vélos de haute marque utilisaient une fourche Time, Specialized, Cannondale, tous, Pinarello, parce que ils avaient vu quand même de la fourche avec les fourreaux carbone, il y avait un grand avantage au niveau du poids et surtout au niveau, l'utilisation du vélo. Ils coupaient un petit peu la vibration, c'était une manière différente de faire du vélo et tout le monde, ils avaient vu l'avantage de cette solution. Après de la fourche, ils ont commencé à faire les parties arrière du cadre. Donc, ils utilisaient le triangle avant aluminium au acier, au titane, et le triangle arrière, comme les haubans et les bases, étaient faits en carbone collé. Je comprends maintenant mieux la forme des cadres Time, effectivement, avec à l'arrière du tube de sel, cette coupure nette et les haubans et les bases qui sont en carbone. Bravo. Et là aussi, ils avaient vu déjà des améliorations. Ils pouvaient gagner du poids du triangle. Comme le triangle, c'était la partie qui devait, être solide. Et donc, ils avaient peur qu'il y ait quelques problèmes au niveau du décollage. Donc, le triangle était une pièce soudée, ou quand même une pièce tout seul. Et les arrières, ils étaient collés. C'était moins dangereux, c'est plus facile. Il y avait même besoin de technologie. On gagnait du poids et c'était quand même une rigidité du vélo. Donc, c'était un compromis carbone et triangle avant titane ou acier ou aluminium. C'était aussi un nouveau système de voir des vélos et un petit peu de mélanger des matériaux. C'était aussi exotique à l'époque. C'était quelque chose de vraiment spécial. C'était quelque chose de vraiment révolutionnaire. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps parce que, surtout quand on parle de composite et technologie, l'Asie est vraiment une autre rapidité, une autre évolution, une autre technologie, marché. Et donc, Pourquoi d'ailleurs, excuse-moi, mais qu'est-ce qui explique la suprématie de l'Asie sur notamment l'aluminium, tu nous en as parlé un petit peu avant, et le carbone? Bon, le carbone, comme on le connaît aujourd'hui, c'est tout fait à la main avec comme des pièces de carbone, mais une sur l'autre, et avec la résine, avec des moules, et c'est tout fait, c'est un travail fait à la main. Et donc, on a besoin pour faire des quantités industrielles, on a besoin des usines énormes avec des milliers d'ouvriers à l'intérieur.
Donc, pardon, est-ce que ça implique de la main-d'œuvre bon marché? Non, Pas nécessairement? c'est pas le bon marché, c'est vraiment une mentalité industrielle. Première chose, il faut dire une chose, qu'en Europe, à partir de la fin des années 90 et 2000, l'industrie en général, pas que du vélo, les grandes sociétés, les grandes industries, ils ont commencé à avoir toujours des problèmes pour une question de syndicats, de coûts, de contrôle, de productivité et de compétitivité. Et surtout, il n'y avait pas la mentalité d'investir pour fabriquer des pièces carbone que vous avez besoin beaucoup de main-d'œuvre. Disons, c'était le contraire. Il y avait l'idée de la délocalisation parce que c'était trop compliqué de fabriquer des quantités industrielles en Europe. Je dis pas que du vélo, en général. Si vous regardez aussi, par exemple, la moto, si vous allez voir la moto dans les années 70-80, combien de marques de motos existaient en Europe? Aujourd'hui, en Europe, il y a que 2-3 marques. Il y a BMW, KTM, Est-ce euh, qu'il en reste? 2 ou 3, il n'y en a Ouais. pas plus. Mmh. C'est ceux qui ont la plupart des marchés. Et tout le reste, ils ont disparu. En Italie, il y en avait beaucoup. Il y avait Rizzato, il y avait Malaguti, il y avait Minarelli, il y en avait Garelli. Il y en avait une quantité énorme, mais Mmh. ils sont tous disparus pour ce type de solution. Et même dans l'automotive, il y a des marques qui font des voitures, mais beaucoup de pièces, beaucoup de solutions, ils arrivent quand même de l'Asie parce qu'autrement, il n'y a pas une possibilité de fabriquer des quantités énormes au niveau industriel. Heu, Excuse-moi, je fais un focus là-dessus parce que justement, c'est vrai que, hem, par exemple, en ce moment, Sifac, que tu as cité, cherche un repreneur. Parce que, difficulté, dans l'industrie, difficulté de l'entreprise et donc je sais pas, quelle sera la situation à l'heure où on publiera cet épisode, mais aujourd'hui, donc on est le 24 mars et Aymeric Lebrun, qu'on salue de Sifac, cherche un repreneur. Hem Donc forcément, il y a des gens qui sont amenés à se poser la question du made in France, comment ça se fait que tout est délocalisé, comment ça se fait qu'on n'a plus d'industrie en France, parce qu'aujourd'hui on en voit le résultat. Donc ce que j'aimerais, comprendre avec toi, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce qu'on pouvait même l'éviter? Parce qu'on dit: «Oui, bon, on a délocalisé, il fallait pas faire ça». Ouais. Bon, c'est une question très délicate, même à répondre, j'ai un petit peu de difficulté. Moi, je sais la raison, mais peut-être quelqu'un va pas être content que ce que je vais dire. Il nous le dira, Peut-être quelqu'un va me critiquer, mais je suis honnête et je dois dire les solutions comme il faut. Euh, la grande différence entre l'Asie et l'Europe, c'est que l'Asie s'est développée après l'Europe. Ça veut dire que, si vous vous rappelez, l'Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, 60 et 70, il y avait un boom économique. Tout le monde travaillait beaucoup, tout le monde était vraiment productif, et il faisait beaucoup attention, et travaillait d'une manière très, comment dire, focalisée, et tout le monde, il était à la recherche du bien, parce qu'ils arrivaient dans des périodes vraiment négatives. Et on a eu peut-être 30 ans de situations merveilleuses en Europe. d'où les 30 glorieuses. Exactement. Mmh. Dans les années 80, les nouvelles générations, ils avaient plus la volonté de faire un petit peu ce qu'ils avaient fait les parents. Donc, ils voulaient avoir une vie plus tranquille, plus riche, travailler moins. Donc, bien sûr, comment dire, avoir les meilleures choses de la vie. Et là, ça commençait un petit peu le déclin parce que tu peux pas avoir les deux. Autrement, c'est difficile d'avoir un compromis. Je me rappelle très bien en France, au début des années 90, c'était peut-être, ils avaient fait les 35 heures. Ouais, ouais. Et 35 heures, mais ça veut dire qu'il y avait moins de production, mais tout le monde voulait faire la belle vie, peut-être mieux qu'avant, parce qu'ils avaient du temps libre, ils avaient besoin de l'argent pour dépenser, etc. Et pas, je ne vais pas dire que ça, mais ça, c'est un petit peu deux choses que ça va pas dans le même sens, parce que c'est un petit peu une contradiction, au un ou l'autre. Et quand j'ai fait les écoles, que dans le jour où je travaillais, le soir j'allais à l'école, je voulais vraiment apprendre, c'est pas seulement d'avoir le diplôme, mais je voulais vraiment apprendre quelque chose d'important. Et je me rappelle que le professeur d'économie disait que les économies, pour aller bien, au moins, pour les économies, pour combattre la crise,
c'est que normalement, il faut avoir de l'argent pour dépenser. Quand les personnes ont de l'argent pour dépenser, ça crée beaucoup de, comment dire, de positivité dans l'économie. Mais pour avoir l'argent, c'est que les personnes doivent travailler. C'est pas que l'État il donne l'argent. Autrement, ça marche pas bien. Ça crée des dettes, ça crée des choses négatives à long terme. Bienvenue en France. Et en Europe, c'est pas que la France. Ouais. Et donc, ils avaient dit, pour combattre la crise, normalement, il faut augmenter la production, pas diminuer les heures. Parce qu'il y a la mentalité qui dit, non, pour travailler tous, il faut travailler moins. Et sur le papier, c'est comme ça, mais en réalité, ça marche pas. Au contraire, tu travailles plus. Au lieu de faire les 35 heures, tu fais les 45 heures. Donc, tu fais 5 heures en plus des 40. Les 5 heures en plus, ça va aider à créer plus de compétitivité. Tu gagnes plus de l'argent, tu as plus de possibilités. Et les industries ils sont plus compétitives, ils peuvent vendre mieux avec des prix plus bas. Et donc, ça crée une économie positive. D'où le fameux travailler plus pour gagner plus, Exactement. qui avait été Et reproché dans les à l'époque. dernières années, et un exemple en Europe qui a fait comme ça, c'est la Grèce. Tous les autres pays, ils ont fait un petit peu comme la France, travailler moins, hein, mais l'autre pays qui l'a fait le contraire, parce qu'il était vraiment mis mal, et c'est le pays qui, les dernières années, a beaucoup progressé, parce qu'ils ont utilisé cette solution. Et en Asie, c'est ce type de mentalité. Depuis les années 90-2000, ils ont utilisé ce type de mentalité. En Asie, ils ne travaillent pas 14 heures par jour, non. Ils travaillent 8 heures. Mais la productivité des 8 heures en Asie, c'est peut-être 50% plus de la productivité des 8 heures en Europe. Parce qu'ils sont vraiment motivés de travailler. Ils ont encore la mentalité qu'ils avaient nous en Europe dans les années 60 et 70, après la Deuxième Guerre. C'est un petit peu ça la différence. Et donc, je me rappelle très bien, quand j'ai commencé chez FSA, on avait commencé à fabriquer des jantes carbone en Italie. Parce qu'il y avait, en Italie, on a la Carbon Valley, près de Bologne, dans ces zones. Il y a beaucoup de fabricants de pièces carbone pour la Formule 1, pour la MotoGP, pour Ferrari et tout ça. Et donc, j'avais commencé à faire des jantes en carbone de ces sociétés. Et la qualité était très bonne. Le coût était élevé, mais ça valait la peine parce que la qualité était très bonne, le poids était léger, quelque chose de spécial. Alors, j'ai dit au sous-traitant, écoute, j'avais besoin des jantes. Et il m'a dit, oui, mais moi, je peux faire maximum 1 ou 2 par jour. J'ai dit, non, j'en ai besoin 20, 30 par jour. Donc, si tu veux, je te donne de l'argent, je te fais des commandes en avance, je te paye en avance les commandes, je te donne l'argent pour te, comment dire, engager pour ce type de production. Dis-moi qu'est-ce que tu veux, parce que je préfère de faire les jantes en Italie au lieu de les faire ailleurs. Il m'a dit non, 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 c'est pas mon esprit. Je veux pas devenir fou avec les ouvriers qui se présentent pas le matin, qui ont des problèmes. Et après, la qualité, t'as contrôlé. Non, non, je vais rester petit comme ça, je suis tranquille, je gagne ma vie, je vais pas devenir fou. Donc, même devant une possibilité de faire des progressions énormes, on était prêt à s'impliquer au niveau de finances, tout ça. Donc, il nous a dit, ouais, si tu veux, je te vends la technologie, je t'apprends à toi à faire les jantes carbone, tu vas les faire où tu veux, mais moi, je veux pas de problème. Mais j'ai trouvé ce type de solution plusieurs fois partout en Italie. Et même pour fabriquer des choses que j'aurais besoin, il y a pas la volonté, la mentalité. Je peux pas dire qu'en Italie, mais je peux dire que c'est la même chose partout. Si tu vois en France, par exemple, j'ai fait la référence à Bernard Guercy, que c'était l'agent de Columbus pour la France. Lui, il m'a dit quand qu'il avait commencé à travailler comme agent en France, quand il allait dans la région de Saint-Étienne, il restait 1 semaine pour visiter les clients. Pour vous dire, il y avait Vitus, il y avait Stronglight, il y avait Ronald, il y avait beaucoup de fabricants qui faisaient des vélos, des pièces de vélo, des composants, tout ça. Et là, c'est tout fini. On peut faire des autres références, mais c'est malheureusement la mentalité de la vie de tous les jours qui a apporté les fabricants, les industries à avoir ce type de mentalité, que ça devient toujours difficile. Ouais. Et donc, tu nous dis productivité en Asie. Est-ce que aussi le coût de la main-d'œuvre rentre en compte? Non, exactement.
Aujourd'hui, je peux te dire que le coût moyen de la main-d'œuvre, il est même niveau qu'en Europe. Chez nous, chez FSA, on a plus de 450 ouvriers et je voyage tout le temps et j'ai vu pas maintenant, mais depuis le début, et ils ont plus ou moins le même chiffre par mois qu'ils gagne un ouvrier en Italie, un ouvrier à Taïwan. C'est plus ou moins le même. Ici, il y a environ, comme rapport, plus de 1200, 1500 dollars par mois. Et donc, c'est peut-être 1200 euros, mais il faut dire que le coût de la vie à Taïwan est beaucoup moins cher qu'en Europe, beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, le pouvoir d'achat de la monnaie à Taïwan est beaucoup élevé. Mais c'est vraiment la productivité. Les personnes elles travaillent vraiment dans une manière convaincue pour la société, il y avait une motivation. Parce que c'est aussi une question peut-être de motivation. Je peux voir que tous les ouvriers, toutes les personnes, quand ils travaillent, pas seulement chez nous, partout, ils sont vraiment, comment dire, ils ont fait vraiment une cohésion pour ils ont compris que si la société elle marche bien, c'est un bénéfice pour tous, pas seulement pour le patron, mais à la fin, automatiquement, il y a, comment dire, des retombées positives pour tout le monde. Mmh. Hem, un On a vu il y a quelques mois que Giant avait eu quelques problèmes, notamment, pour des faits qui sont qualifiés comme de l'esclavage, par des autorités américaines qui ont investigué ou qui ont en tout cas repris des éléments d'un journaliste. Quelle est toi ton observation par rapport à ça et comment tu peux Alors nous, on travaille l'expliquer? beaucoup avec Giant. Je peux dire que Giant, c'est un des plus gros clients de FSA, en général, et il y a même des rapports personnels entre FSA et Giant parce qu'ils sont dans la même, disons, ville de Taichung. Et nous, on a toujours pris Giant comme référence positive au niveau société, au niveau évolution, au niveau développement. Et Giant a été retenu, pas maintenant, depuis au moins 15 ans, une des meilleures 200 sociétés dans le monde entier, dans toutes les industries, pas seulement dans le vélo, dans toutes les industries. Giant était toujours tenu en des meilleurs, elle est toujours part des meilleures 200 sociétés dans le monde entier. Parce que pour la qualité du produit, pour la pourcentage qui est investi dans la recherche et développement, et dans la manière qu'ils traitent tous les personnes à l'intérieur. Et même nous, on se rappelle quand Giant, il avait créé le A-Team à Taïwan, l'association des meilleurs fabricants de vélos, de pièces, dans les parties que même Colnago, même Giant, même Specialized, et même Cannondale, même Trek étaient partis de A-Team. C'était le sponsor. Parce qu'ils avaient pris comme référence Giant, parce qu'ils avaient fait vraiment des évolutions. Et ce que j'ai entendu, c'était plutôt comment dire, une chose politique contre Giant. Je sais pas la raison, le pourquoi, etc. Peut-être ils ont pris quelque chose comme référence, ils ont monté derrière un film énorme que ça ne correspond pas à la réalité de Giant. Et moi, je connais Giant depuis plus de 20 ans. Je connais à l'époque déjà Tony Lowe, etc., toute l'industrie, toutes les personnes, les managers. Et comme je dis, même nous, on a pris comme référence Giant pour la manière de travailler et de respecter les personnes à l'intérieur. Et j'ai vu, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait Giant en France ou Giant aux États-Unis. Ils sont vraiment comment dire, une référence à prendre comme, comme, comme copie. Et donc, pour mon avis, ce que je sais, c'est pas la réalité de ce qui a été fait. Voilà. OK. Un tout petit mot avant de reprendre cet épisode. Comme vous pouvez l'imaginer, je passe un temps de fou pour vous proposer des épisodes toujours plus passionnants. Alors, si vous voulez m'aider à développer en roue libre, vous pouvez faire un truc tout simple et qui vous prend une seconde, c'est de vous abonner. Ça m'aide à trouver des partenaires et du financement pour continuer et à recevoir des invités de qualité dans En roue libre. Merci pour votre soutien. Place à l'épisode. Parlons FSA un peu. Pour toi, j'aimerais que tu nous expliques comment l'aventure FSA a démarré pour toi. Comment tu t'es retrouvé là où tu es aujourd'hui? Alors, comme je disais, quand je suis devenu directeur commercial de Columbus, et dans le 97, c'est vraiment mon rêve est devenu réalité. Ça a commencé d'abord, j'avais commencé à voyager en Europe. Déjà, j'étais déjà content. Et quand je suis devenu directeur commercial, j'ai eu la possibilité finalement de voyager dans le monde entier, les États-Unis, Taïwan, Asie, etc. Ça a vraiment ouvert le monde. Et donc, ma philosophie,
c'était toujours, vu que j'ai fait mon travail avec beaucoup de patients, comme j'ai commencé ce type d'interview, et c'était toujours de trouver des solutions. Mon but, c'est pas d'aller vendre les tubes. Mon but, c'était de trouver des solutions pour les clients. Et grâce à ce type de collaboration, après le business, ça développe automatiquement parce que le client, il sent que moi, je suis là pour l'aider et pour lui donner les meilleures conditions. Dans une manière, moi, j'investis sur le client. Et après, je vais répondre ta réponse, à ta question, pour te dire comment je suis arrivé là. Par exemple, pour donner un exemple, dans les années 80, je me disais, il y avait la nouvelle tendance de faire des cadres sous des tigues en aluminium, titane, très léger. Et le département de course de Peugeot n'était pas capable. Et donc, moi-même, même j'étais le responsable des ventes de Columbus, j'allais chez Peugeot pour les apprendre à souder le matériau, l'aluminium, l'acier, tout ça, comme faire, parce que c'est des manières différentes de fabriquer. Et je restais chez eux 2-3 jours pour les expliquer comment faire les contrôles, le souder, pour les passages, tout ça. Et eux, c'était quelque chose qu'ils appréciaient beaucoup. Et quand, bien sûr, ils avaient besoin de tubes pour monter les vélos, et donc ils achetaient automatiquement Columbus. Et c'était pas qu'ils demandaient à Columbus, à Reynolds, à d'autres le prix, parce qu'ils étaient sûrs que le prix que je donnais, c'était le meilleur prix que je pouvais donner. Ils avaient raison. Donc, automatiquement, ça crée le business. Mais le but, c'était de donner à Peugeot la possibilité de faire des cadres de haut de gamme pour l'équipe Festina. C'était ça le but. Et donc, l'idée de donner toujours des solutions. Par exemple, moi, j'étudiais le soir pour comprendre un petit peu la tendance des géométries, des vélos, des cadres. Et quand j'allais visiter les clients, je lui donnais des conseils. Je dis, ouais, regarde, toi, tu fais le vélo comme ça. Moi, je te conseillerais de le faire comme ci parce que là, il y a la tendance, tu fais faire comme ci. Je donnais des idées. Même si c'était pas mon boulot. Mon boulot, c'était différent. Mais vis-à-vis que les clients, quand ils recevaient ma visite, ils savaient qu'ils avaient quelque chose d'important. Ils avaient des informations, ils avaient des solutions, ils avaient des idées, ils avaient un petit peu la tendance. Et donc, c'était des solutions que j'amenais aux clients. Et grâce à ça, c'était toujours mon esprit. Quand je voyageais dans le monde entier, j'avais la possibilité d'être à disposition des clients. Par exemple, Marine, aux États-Unis, ils avaient fait toujours des très beaux VTT en titane, en acier. Mais donc, ils avaient eu l'idée de commencer à fabriquer des cadres et des vélos de route, Marine. C'était un petit peu la nouvelle tendance qui commençait. Ils avaient vu qu'ils avaient fait Specialized, ils avaient vu Scanland, donc même les autres marques de VTT voulaient faire des vélos de route. Mais ils ne savaient pas où commencer. Et grâce à moi, j'avais donné des solutions pour faire les cadres. Donc, ils avaient fait une gamme de vélos de route. Et automatiquement, le business, c'est ça devenait positif. Et c'était l'esprit que j'utilisais toujours avec tous mes clients. Et quand Douglas Chang, c'est le patron de FSA, qui avait créé la marque Full Speed Ahead dans les États-Unis dans le 93. Il avait fait d'abord la marque Full Speed Ahead dans les États-Unis en Californie, parce qu'à l'époque, Californie, c'était la BTT, c'était la nouvelle image, la tendance fraîche, tout ça. Et ils avaient fait un bon marché en Europe, en États-Unis. Mais l'idée de Douglas, c'est de faire aussi en Europe un petit peu la même chose, de venir en Europe, commencer à faire la promotion de Full Speed Ahead et commencer à faire aussi quelque chose au niveau des vélos de route, comme ça. Et donc, au lieu d'aller investir en Chine pour augmenter la production, ils voulaient investir en Europe pour créer quelque chose d'image, de haute gamme pour l'Europe. Et lui, il demandait à ses clients qui connaît, comment dire, il visitait tout le temps, et s'il y avait quelqu'un qui pouvait être idéal pour ce type de mission. Et tous les clients, la plupart des clients, ils faisaient mon nom. Ah, tu dois demander à Claude, parce que c'est la personne idéale qui peut te donner la solution. Et donc, après 1, 2, 3, 4, 5, après 10 fois que tout le monde il faisait mon nom, il m'a dit, bon, alors ça veut dire qu'il doit être quelqu'un de positif. Alors, il m'a contacté. Il m'a dit son projet qu'il avait besoin de quelqu'un qui pouvait ouvrir une société en Europe pour la filiale européenne de FSA, qui devait faire un petit peu la promotion, être près des équipes, les clients, parler le même type de mentalité, et surtout d'Italie ou d'Europe, de donner aussi des indications pour les nouveaux produits pour le futur. Et moi, à l'époque, j'étais très, très content de travailler chez Columbus. À l'époque, j'étais leader dans le marché, et j'étais capable de créer mon rêve. Et donc, j'avais pas l'idée de quitter Columbus. Et à la fin, j'ai dit, bon, Douglas, je vais en Japon, il y a le salon de Tokyo. Quand je reviens de Tokyo, je m'arrête à Taïwan et je vais te visiter, et tu m'expliques un petit peu qu'est-ce que tu as besoin, et je vais te donner une idée, une solution. Même si j'avais pas d'intérêt, comme je me suis impliqué pour lui, je lui ai donné, j'ai fait une présentation que j'ai encore.
qu'est-ce qu'ils devaient faire pour entrer dans le marché européen? Toutes les solutions, la publicité, les marketing, les personnes, les clients, les contacts, tout. Un business plan. Mais je l'ai fait, comme je disais, avec l'esprit d'être toujours positif, de donner des solutions à mes interlocuteurs. Alors, je l'ai rencontré une soir, on a mangé ensemble, j'ai expliqué toute la présentation, il était content, ah, c'est vraiment merveilleux, merci beaucoup. Hein. Je dis oui, mais et en tout cas, c'est pour ta référence, mais moi j'ai pas l'idée de non, mais tu dois venir, non, j'ai pas l'intérêt. Et il m'a dit, est-ce que je peux te rencontrer encore? J'ai dit oui, demain soir, si tu veux, j'ai encore une demi-heure, on peut parler encore. Le soir après, et il m'a rencontré encore, il m'a demandé encore des questions, tout ça. Et après, comment dire, quelques semaines, je suis rentré en Italie et il continuait à me contacter. Et à la fin, il a envoyé un, un chèque. À l'époque, il n'y avait pas l'euro, il y avait encore les lires. Il m'a envoyé quelque chose comme 200 millions de lires d'argent pour commencer le business, pour me convaincre avec l'argent que je devais faire ce type de décision. Donc, attends, si je comprends bien, il t'envoie un chèque qui représentait quoi en euros? J'ai pas la conversion. Dans le business plan, c'était 25 ans passés, donc c'était dans le business plan, j'ai dit pour commencer, j'ai même exagéré pour, comment dire, un petit peu le démotiver parce que de faire attention. Alors pour faire pour dire prendre le bâtiment, il faut ça, pour prendre les personnes, il faut ça, pour faire la publicité, il faut ça, pour prendre mon salaire, c'est ça. J'avais un business plan, j'étais chiffré pour la première année. Alors pour commencer, il faut, pour voir aussi, pour le provoquer, pour voir s'il était vraiment décidé et motivé à faire ça, il faut faire un chèque de 100 000 euros. Il a envoyé, sans papier, sans signature, sans rien. Il a envoyé sans rien demander. Waouh, quand j'ai vu ça, j'étais choqué. Waouh, ce gars-là, il est vraiment décidé, il est motivé. Alors, j'ai fait des considérations, j'ai dit, ben, pourquoi pas, tout doucement, j'ai commencé à aimer l'idée de faire quelque chose de différent, parce que aussi, il y avait la possibilité que j'avais quelques, comment dire, pourcentages dans la société, et ça m'a aussi, ça me plaisait cette idée, et j'ai dit, bon, ok, j'ai fait le pas, et j'ai décidé de travailler pour FSA dans le 2001, c'est commencé, oui. Ouais. Donc, il t'a bien motivé. Oui. Non, surtout qu'il m'a, comment dire, convaincu parce que j'ai vu que c'était un homme, comment dire, décidé, concrète, direct, vraiment dans une manière sérieuse. Ce que je veux dire, bien ou mal, je sais pas, c'était différent. Chez Columbus, c'est complètement différent. C'est un différent style de travailler. Il y a un petit peu d'histoire. Nous, on est Columbus, les autres, ils sont un petit peu plus petits. Donc, c'est un petit peu un style différent. Donc, j'ai aimé l'approche de Taïwan, de Douglas, qui était plus, comment dire, concret, plus direct, et surtout avec j'ai vu aussi de son côté la volonté à faire des grandes progressions. Effectivement, de ces moments, la prochaine fois qu'on se voit, je vais te montrer les catalogues. Le premier catalogue, il avait fait ça, il y avait 10, 12 pages. Maintenant, on a fait un catalogue de 300 pages pour te donner une référence. C'est vraiment une évolution. Et dans les dernières 25 ans, on a eu des évolutions. C'était la première fois qu'on a eu finalement un pédalier carbone autour de France, gagné des étapes. On a fait la révolution avec la compact. Aujourd'hui, c'est tous les vélos de route sont faits avec des manivelles 34-50. C'est grâce à FSA qu'ils ont fait un petit peu la révolution au niveau du compact. On a mené le compact aussi dans le VTT. À l'époque, c'était le triple. C'est donc on a fait le double. Après, SRAM a fait le double. Maintenant, on a fait déjà les pédaliers pour VTT 29-44 en double plateau au lieu de triple plateau. Après, grâce au VTT, on a eu des évolutions. On a gagné beaucoup avec Merida, Multivan Merida, avec Hermida, Gonarita Dale, avec Absalon. Il a gagné à Athènes avec la médaille d'or, avec le VTT Bianchi, avec notre manivelle carbone. C'était aussi la première fois que dans le monde entier, on a eu ce type de solution. Et on a eu beaucoup, beaucoup de victoires dans le VTT grâce aussi aux évolutions qu'on a fait dans les dernières années. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire déjà quels étaient les premiers produits que vous avez fait ça et pourquoi est-ce que ça a évolué vers voilà un catalogue de 300 produits? Justement, donc, tout d'abord, FSA est né avec le VTT et le BMX en Californie, parce que c'était, disons, la partie où le VTT et le BMX ils sont nés, ils ont fait la grande évolution. Et
Douglas, il a commencé ses produits parce qu'ils avaient l'expérience de faire des roulements, donc des boîtiers de pédalier et des jeux de direction. Et donc, l'idée de faire des produits vraiment de haute qualité avec un très bon rapport qualité-prix. Et donc, après, il a eu l'idée de faire, dans le BMX, il y a besoin des manivelles. Donc, il a fait des manivelles légers, jolies, très solides. Et surtout dans le BMX, parce qu'il y avait un seul plateau, il n'y avait pas la technologie de shifting. Mais l'idée de Doug, c'était toujours de faire quelque chose dans la transmission. Et donc là, ils ont fait après le VTT avec le triple plateau, ils ont fait une gamme complète de VTT. Et dans la fin des années 90, début 2000, il y avait l'évolution du composite du carbone. Et donc, lui, il avait la possibilité d'avoir accès au composite de haute qualité et l'expérience de la transmission avec les plateaux, avec le shifting. Donc, il était capable de mettre ensemble les deux choses. C'est pour ça que FSA, c'est la première société qui l'a fait d'une manière populaire, le pédalier carbone pour route et pour VTT, avec un avantage de poids, de rigidité. Et donc, c'était ça la grande évolution. Grâce à FSA, c'était la première société qui était capable de casser le groupe, parce qu'à l'époque, il n'y avait que Campagnolo, c'était tout Campagnolo. Au Shimano, il y avait tout Shimano. Mais avec la manivelle FSA, c'était capable de changer ce type de mentalité. Donc, je disais Absalon, mais même Bettini, il a gagné à Athènes 2004 la médaille d'or avec le pédalier carbone, avec le vélo Time à l'époque. Et donc, c'était vraiment une révolution avec Bernardo, à l'époque, il y avait l'équipe Bonjour qui utilisait notre pédalier carbone et il y a un moment, il y avait beaucoup de teams et sociétés qui utilisaient notre carbone. Et c'était ça la capacité de faire vraiment une révolution. Et là, aujourd'hui, vous regardez Campagnolo, vous regardez même les SRAM, tous les manivelles de milieu de gamme sont faits au carbone. Même Shimano a fait une manivelle carbone qu'il n'a pas voulu continuer parce que ils avaient tout l'intérêt de le faire aluminium. Mais autrement, la plupart des vélos de gamme sont faits avec le carbone aujourd'hui. Comment est-ce que la marque ou en tout cas l'entreprise est structurée? Il y a 3 pôles majeurs. Il y a Seattle, il y a l'Europe, Milan et en tout cas la région de Milan et Taïwan. Comment est-ce que tout ça fonctionne? Exactement. Nous, effectivement, on se considère une société globale. Pourquoi globale? Parce que on prend le mieux par chaque région. Par exemple, à Seattle, on fait faire toutes les pièces contre-la-montre, triathlon et route aérodynamique. Parce que à Seattle, il y a le grand savoir-faire de Boeing. Boeing, disons que l'avion, il y a beaucoup d'ingénieurs qui ont fait des évolutions au niveau aérodynamique. Toutes les pièces, ils sont désignées en Seattle au niveau, disons, esthétique pour avoir de meilleurs compromis. En Italie, on fait tout le recherche et développement des roues, des moyeux, des jantes, des fabrications et au niveau de tests pour les équipes avec lesquelles on travaille. Et aussi le design et le graphisme esthétique, le design industriel est fait en Italie. Aujourd'hui, on a toujours un savoir-faire un petit peu différent, un avantage par rapport au reste des pays. Et l'industrialisation et l'évolution de quantité au niveau volume et qualité est fait à Taïwan, où aujourd'hui, comme je disais avant, il y a encore la volonté de faire de la production dans une quantité industrielle. Donc, c'est ça la bonne solution des 3 sociétés qu'on a dans le monde entier. Mais comme j'ai fait référence à l'époque, qui sont arrivées des marques européennes, excuse-moi, allemandes ou américaines, qui ont été capables de faire une révolution dans les marques des vélos, c'était parce que ces sociétés américaines, par exemple, qui fabriquaient pas aux États-Unis, mais ils avaient vu le besoin de fabriquer des quantités énormes. Ils sont venus d'abord en Europe. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de possibilité. Et par exemple, j'ai fait référence de Specialized. Le premier pays qui a fabriqué des quantités importantes de BTT, c'était le Japon. Avant de Taïwan, parce que le Japon, il y avait le savoir-faire de faire des quantités industrielles. Dans les années 80, il y avait encore une main-d'œuvre importante. Et donc, Maxinia, les premiers vélos BTT, ils étaient fabriqués au Japon par des sociétés japonaises. Après, le Japon est devenu trop compliqué, trop cher. Ils ont délocalisé à Taïwan. Et là, Taïwan, c'était dans les années 90, la révolution. Tous les grands sociétés, Specialized, Scott, Trek, et tous les grandes marques, ils ont fait des quantités industrielles. Quand les Européens, là, ils ont dormi, ils pensaient de fabriquer toujours en Europe, mais ils ont perdu la bataille parce que ils n'avaient pas la possibilité de combattre avec la force de l'Asie.
Après, quand les années 80 sont finies et Taïwan commençait à devenir trop cher, tous les sociétés de Taïwan, ils ont délocalisé en Chine, fabricants de cadres, Apro, Astro, Kinesis, pour des exemples, et ils étaient trop chers et trop compliqués à Taïwan, ils ont délocalisé en Chine pour baisser le coût et augmenter les volumes. Et en Taïwan, ils faisaient du composite où la qualité et le coût étaient plus élevés, il y a plus de marge. Donc, ils ont délocalisé en Chine. Aujourd'hui, on est en train de voir que la Chine, pour plusieurs raisons, ça devient trop compliqué. Et maintenant, ils délocalisent en Vietnam, en Cambodge. Et donc, c'est un petit peu ça. Et tous les acteurs principaux de ces changements, c'est toujours pour ces grandes sociétés que je viens de nominer. Specialized, Cannondale, Trek, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Et maintenant, en plus, on est en train de voir que c'est aussi assez bien que la Chine, il devient pas seulement un marché de production, mais la Chine devient un marché d'utilisation de vélos. Dans les dernières 2, 3, 4 années, il y a eu une explosion de clients du vélo, d'amateurs du vélo, que ça fait une grande différence. Et là, c'est bien parce que finalement, même en Chine, on est en train de voir qu'est-ce qu'il y a eu dans les années précédentes en Europe. Après le boom, après il y a eu, bien sûr, il y a eu Taïwan, et maintenant Taïwan est passé à la Chine, et la Chine passe au Vietnam. Donc il y a toujours l'évolution comment dire, des pays qui, grâce à un petit peu le changement de la vie sociale, ça délocalise aussi la production des vélos. Hem, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quelles ressources tu disposes, ici à Taïwan, pour la production, notamment, enfin de ce qui est du carbone, de l'aluminium? Tu peux nous expliquer un peu, allez, qu'est-ce qu'il y a dans l'usine? Tu nous as parlé un petit peu du nombre de collaborateurs, Exactement. d'ouvriers. Notre idée, c'est de rassembler et prendre comme référence un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans l'automotive avec Brembo. Et vis-à-vis qu'aujourd'hui, dans les vélos, on est en train de voir la même évolution qu'il y a eu dans les années 80 pour la moto. Pour la moto, je me disais à l'époque, dans les années 80, j'ai fait référence d'Italie, il y avait, comment dire, la marque de moto s'appelait Malaguti, mais ils utilisaient i motori Minarelli, les fourches Marzocchi, les poignées Tomaselli. C'était plusieurs marques qui composaient une motocyclette. Mais pour l'évolution de la logique du marché, tout ça a disparu. On est arrivé d'avoir des motos une seule marque. Donc, par exemple, Suzuki, Yamaha, il y avait Yamaha ou Suzuki partout. Et donc, on est en train de voir la même chose dans le vélo. Avant, il y avait les cintres FSA, Chinel, les 3T ou d'autres marques. Aujourd'hui, vous voyez les cintres sur les vélos avec la même marque du vélo. Tige de selle, les roues, tout est Même fait. les pneus. Les pneus, Mmh. tout est toujours plus intégré. On arrivera à avoir, comme dans la moto, dans le vélo, une seule marque. Mmh. Une seule marque dans le vélo complet. Donc, prenons par exemple Specialized. Vous avez les pneus Specialized, les cintres, les selles, tout, sauf la transmission. Parce qu'aujourd'hui, on a Shimano, SRAM et Campagnolo peut-être. Sachant que, précision là-dessus, effectivement, Specialized a, ses composants, ouais, et ses roues, en tout cas, ses pneus, même le moteur qui est fait avec, Brose, mais c'est un moteur, estampillé Specialized et effectivement, qu'est-ce qui reste? La transmission, mais je peux te dire, c'est une question de temps. Je suis sûr. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais, il y a Shimano, il y a SRAM, Campagnolo. Mais je peux te dire qu'il y a autres sociétés qui arrivent dans une manière rapide, très vite, avec une très bonne qualité, technologie. Et quand il voudra venir vendre des groupes et il va se mettre en compétition avec Shimano, il va dire à Specialized, il va dire, je prends par exemple Specialized, je te fais les 10 000, les 20 000 groupes avec la marque Specialized, avec un niveau de qualité meilleur que du race, plus bon marché. Personne ne peut faire référence parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je vais vendre un vélo Specialized. Oui, mais le prix est fait par le groupe. Je le vends 10 000 euros. Monté avec Shimano, avec Ultegra, avec Durace. Donc, c'est toujours une question de référence de prix. Mais demain que tu auras le vélo Specialized avec un niveau de qualité comme le Durace, avec un prix différent, tu ne peux pas savoir le niveau. Donc, ça devient quelque chose de
plus compétitive. Et donc, l'obligation que le marché te porte à faire c'est une décision qu'il y a eu dans le passé dans la moto. On est en train de le voir de vélo. Et donc, je dis, il y a question de temps, on arrivera à voir le vélo avec la transmission de la même marque du vélo. C'est seulement question de temps. Je m'arrête un petit peu là-dessus parce que on voit quand même dans le modèle actuel, on voit donc des marques, allez, on va dire Specialized, pour ne citer qu'elles, qui utilisent des composants comme Fox, RockShox, SRAM, Shimano, je vais essayer de froisser personne, mais bon voilà, des composants qui contribuent à, comme tu disais, à la valeur du produit, à augmenter la valeur du produit. Ce que je me dis, c'est que si demain une marque de vélo utilise ses propres composants, avec une marque, avec sa propre marque, il y a un risque que moi, en tant que client, je me dise: «Oui, bon, en fait, sa transmission, elle est bien, mais c'est peut-être pas aussi bien que SRAM Shimano, par exemple, ou qu'une fourche, d'une autre marque». Comment est-ce que tu penses qu'une marque, du coup, peut continuer à créer de la valeur perçue pour les consommateurs avec ses propres composants, là où quand même le métier de SRAM et de Shimano, c'est d'en créer et de faire monter la valeur du produit vers le haut grâce à des composants? Je pense que c'est une vie obligatoire du marché qui va imposer ça, mais surtout les marques, ils doivent être capables, comme je disais avant, de faire plus en plus intégration. Ça veut dire qu'il y aura la possibilité d'avoir des pièces intégrées dans le vélo. Donc, que la dérailleur Shimano, par exemple, ne sera plus compatible avec le vélo Specialized. Il faudra avoir seulement le dérailleur Specialized. Pourquoi ça? Parce qu'il y aura une question de compatibilité, et c'est pas une question seulement de compatibilité, mais une question de vantage au niveau technique. Plus petit, plus léger, plus rapide, plus performant. Il y aura des solutions qui apportera un Specialized, je dis Specialized pour Ouais. référence, mais pour une marque, pour expliquer aux consommateurs que le dérailleur Specialized, avec le vélo Specialized, il est beaucoup mieux que le dérailleur du race, et peut-être il coûte moins cher et il a encore plus performance, il y aura plus de vitesse, il y aura plus de solutions. Tu penses que, pardon, les boîtes de vitesse ont un rôle à jouer là-dedans? Oui, oui, oui. Oui, sans doute. Et donc, il y aura ce type d'évolution. Et bien sûr, la recherche, c'est pas de faire une copie de race qui coûte moins cher, non. De faire un produit qui donne des solutions meilleures, dans une manière plus compétitive, plus légère, plus performante que ce qu'il y a dans le marché. Donc, de créer du valeur ajoutée au vélo de la propre marque. C'est ça la question. Et donc, c'est une histoire qu'on a déjà eue dans la moto. C'est pas quelque chose de nouveau. Et donc, ça va arriver dans ce type de sens. Et comme j'ai dit, moi, j'ai déjà visité des solutions, j'ai vu des choses qui vont arriver dans le marché d'une manière très forte, et ça va changer beaucoup l'évolution. Et le valeur, ça sera surtout de la marque du vélo. C'est pour ça qu'il y aura toujours plus en plus de marques fortes, et les moyennes seront un petit peu de difficulté. Donc, il y aura des petits artisanales, à niveau vraiment super artisan, des petits SIFA qui fait des choses fait à la main merveilleuses, où il y aura les vélos de grandes marques qui ont vraiment des révolutions. Et donc, à mon avis, c'est seulement une question de temps qu'on va arriver de ce type de son. Mais je pense que, comme je disais avant, quand j'ai commencé ces arguments, il fait ça à devenir un petit peu comme Brembo. Et donc, Brembo, par exemple, il fait tout le know-how, le développement de le Formule 1, MotoGP, il fait toute l'évolution. Et après, il fabrique pour Ferrari, pour Audi, pour BMW, avec leur marque. Mais les freins sont faits par Brembo. Et nous, je pense que FSA est obligé à faire la même chose. Peut-être on va faire des pièces marquées Specialized. Personne ne le sait, ou peut-être pas le savoir, mais l'important que le vélo, il va dans le marché avec la pièce marquée Specialized, peut-être fait par nous, fait par quelqu'un qui est spécialisé dans ce type de produit. Comme aujourd'hui, il y a bien sûr dans l'automotive, 100%. Comme vous savez bien, dans l'automotive, il y a plusieurs marques de voitures, mais la boîte de vitesse est faite par toujours la même société qui l'a fait pour différentes marques. Et donc, c'est un petit peu ça qu'on est en train de voir dans l'évolution du vélo. Comment est-ce que tu navigues entre
le besoin de créer et de valoriser une marque comme FSA, et Vision d'ailleurs, puisqu'on parle d'une autre marque aussi, dont tu as la responsabilité. Comment tu navigues donc entre la responsabilité, enfin le besoin de développer des marques pour apporter de la valeur aux clients à qui tu les vends, et la nécessité de rester discret quand tu crées des produits pour les marques en marque blanche, ou en tout cas en tant que producteur, fournisseur? Oui, la question, c'est une belle question. Surtout que nous, un grand avantage, que nous, on a quelque chose comme 70 service centers dans le monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les vélos qui font fabriquer les vélos avec notre pièce, ils ont un grand avantage que s'ils ont besoin de service après-vente, ils peuvent aller faire le service après-vente chez notre, disons, point de référence dans le monde entier. Par exemple, nous, déjà, aujourd'hui, on fabrique des roues pour plusieurs marques. Et sur le maillot, il y a un QR code avec la marque Vision. Donc, au niveau vélo, tu vois pas qui est Vision, mais si tu regardes bien attention, il y a un QR code et avec notre marque. Et si toi, avec le téléphone, tu appuies, tu scannes le QR code, il te donne déjà la fiche technique des pièces de rechange, comment elle s'appelle, le numéro de code, où la trouver, comment la trouver, comment la démonter, comment la replacer. Et donc, les fabricants de vélos, ils ont besoin de notre service assistance. Et donc, c'est pour eux un grand avantage technique. Et c'est pour ça que je disais que dans la moto, il y a une seule marque, mais peut-être les pièces, on fabrique toujours des marques précédentes. Par exemple, Marzocchi, il fait les fourches pour Honda, pour Suzuki. Mais même s'il est marqué Honda, Suzuki, mais il est fait par Marzocchi. Il n'y a pas de secret. Et même des fois, c'est un vélo rejeté. C'est un vélo qui est fait Specialized, même la manivelle est écrite Specialized, mais fait par FSA. Pour eux, c'est une question de qualité comme ça. Même le consommateur, il est content parce qu'il voit le vélo intégré avec une seule marque. Mais il est aussi content et satisfait que la manivelle n'est pas faite à Bangladesh ou autre pièce, mais est faite par quelqu'un qui a un savoir-faire, comme je disais, la référence de Brembo dans ce cas. Même quand on voit, ils font des tests de voitures, quand il fait comment dire, des annonces de nouvelles voitures dans le marché, il fait un test, le journaliste dit: «Ah oui, hein, le frein est marqué Audi, mais il fait pas Brembo». Comment dire, c'est quelque chose d'un valeur ajoutée. Et c'est pour ça que nous, on fait le développement avec les équipes, on développe de nouveaux produits avec les clients, mais après, on va fabriquer pour la marque du client avec laquelle on travaille ensemble. Mais alors, enfin, je reviens un petit peu à ma question, Oui. pardon, mais je, on parle de développement d'une marque aussi, Ah oui. de développement enfin même de 2 marques. On parle de FSA et de Vision, heu, qui doivent, enfin que tu veux développer en tant que marque. Mais ce que je vois aussi, c'est la difficulté de développer une marque d'un côté, sans faire concurrence aux produits que tu vas vendre à tes clients. Hem, Non, mais exactement. Ce type de collaboration avec laquelle on fait sur les équipes professionnelles, par exemple, si tu prends le catalogue FSA 2026, la première page, tu vois, il y a Cannondale avec le coureur avec le maillot jaune, le vélo jaune. Donc, et là, les pièces sur le vélo sont marquées Vision, sont marquées FSA. Donc, c'est pour ça que nous, on développe, on fait la promotion, on fait voir au monde entier que nous, on est là sur le Tour de France, on gagne le maillot jaune. Et donc, on fait de l'évolution du savoir-faire. Et quand les clients, ils vont nous demander de faire leur pièce avec leur marque fait par FSR Provision, c'est une valeur ajoutée. Donc, c'est pour ça que nous, on crée la marque, on crée l'image avec les équipes de haut niveau. Et donc, ça nous donne la valeur ajoutée que ça nous permet de vendre les pièces de rechange après dans le marché et être préférable pour la production des clients avec lesquels on travaille ensemble. d'accord, OK. Comment d'ailleurs, Je pardon? peux faire la référence aussi, par exemple, avec Momo Design. C'est Momo Design, il Mmh. fait question, tu sais qu'il Ouais, fabrique des ouais. pièces de design, mais après aussi pour les clients. Ou pour les ordinateurs, tu as Apple, tu as Acer, tu as plusieurs marques, mais à la fin, ce qui fait la différence, c'est Intel Inside. Il y a la petite marque qui fait la différence, et ça, c'est la valeur ajoutée du processeur Mmh. qu'il y a à l'intérieur du computer. Donc, c'est un petit peu ça. Comme c'est le vélo Specialized, c'est-à-dire fait par les maillots Vision, ou par les roues. Ça, c'est un petit peu l'esprit qu'on voudrait bien avoir. D'accord. Donc Intel Inside, ils dans les contrats avec les fournisseurs, ils ont
enfin une clause qui dit: «Si tu fais une pub où tu parles de notre produit, tu dois mettre le logo, même à la télé, tu dois mettre le logo Intel Inside». C'est la raison pour Là, c'est une laquelle question de marketing, ouais. d'accord, tout ça. Là, c'est une question de, on va dire, négociation avec le client. Mmh. Je te fais le 10% de remise, tu m'as fait par et fait ça. Ça, c'est une question après de D'accord, trouver des OK. points d'accord entre les deux. Donc c'est un peu un comment dire? C'est assez subtil ce que j'entends. C'est voilà, d'essayer de développer une marque, au-delà du produit, de faire exister une marque, avec, en lui donnant de la valeur, et en essayant de de que tout le monde soit content. Et oui, parce que quand même, on y va quand même dans un domaine donc il y aura les pièces qui ne seront pas compatibles pour tout le vélo, comme c'était avant. Avant, les tiges de selle étaient rondes. Il y avait peut-être des diamètres étaient différents, donc mais la tige de selle, elle fait ça avec le 22, elle est bien pour tout le monde. Maintenant, tu peux utiliser peut-être le 10-15% des vélos, parce que Mmh. tous les autres, ils ont tous des formes custom qui sont pas compatibles avec d'autres marques. Donc, on va de plus en plus dans cette direction. Donc, la référence que j'ai sur l'intégration des pièces sur le vélo. D'ailleurs, quel est ton avis, toi, sur, cette multiplication des standards? On voit effectivement que chaque fabricant de cadres y va de sa tige de selle, y va de son cockpit, avec son jeu de direction intégré, sa fourche qui est intégrée. Je crois qu'au niveau des standards de roues, sur les largeurs de moyeu, ça a pas trop bougé, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelque chose. Comment toi tu vois ça? Et quel est ton avis sur la multiplication des standards, pour les différentes pièces? Comme je disais, c'est une obligation des fabricants de vélos d'aller ce type de tendance, d'avoir une seule marque dans le vélo entier. Parce que avant, le fabricant de vélos, c'était un fabricant de cadres. Après, ils montaient des vélos, des cintres, des tiges de selle, des pédaliers et autre chose. Même la fourche, des fois, était par d'autres marques. Et vis-à-vis de l'évolution du marché, ils ont toujours été obligés à intégrer de plus en plus des pièces dans le vélo. Et donc, maintenant, ils fabriquent presque tout, comme on a dit avant. C'est parce que, justement, on est en train d'arriver à fabriquer la machine idéale. Avant, c'était comme que le fabricant de voitures, il avait la carcasse, après il prenait le moteur un, il mettait les roues de l'autre, et c'était un petit Mmh. peu un mélange. Et là, aujourd'hui, les meilleures qualités, c'est du projet complet, intégré. Et donc, même nous, c'est par exemple aujourd'hui, tu peux faire le meilleur vélo au niveau aérodynamique, au niveau poids, au niveau fonctionnalité, au niveau fiabilité, au niveau performance. Tu peux pas te limiter à faire que le cadre et la fourche. Tu dois faire le vélo complet. Même nous, on est en train de collaborer avec des sociétés de vélo parce que, par exemple, on a vu une chose. On fait des roues, on essaie de faire le maximum de l'aérodynamique. Et nous, on prend la roue, on va dans la soufflerie, on fait le test, c'est la meilleure roue. Après, tu prends cette roue, tu la mets avec le cadre Colnago pour dire, c'est très aérodynamique. Tu prends la même roue avec un cadre Specialized, la pire. Parce qu'il y a une question aussi de compatibilité de la Ouais, roue, du pneu et de la fourche et du cadre oui ensemble. et Donc, de ça change complètement. système ensemble, La machine Mmh. parfaite, je dis, le système doit être complet. Mmh. Et c'est une obligation, comme je disais, que si tu veux arriver à dire que tes vélos, c'est les meilleurs des autres, pas seulement pour le prix, mais la qualité, l'aérodynamique, tu es obligé à fournir le vélo complet. Donc, toi, fabricant de vélo, tu es obligé à faire tous. Après, tu as besoin de faire ça, que tu fais la manivelle, les roues, le vige, mais ça sera marqué développé que pour toi. Avec la pièce que je donne à toi, il n'y aura pas bien pour l'autre marque. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que le meilleur vélo du monde est développé comme un système complet par une marque qui fait tous ses Obligé. composants. C'est pour ça que je disais, c'est une question de temps. On est en train de voir déjà aujourd'hui, on arrivera à avoir aussi la transmission intégrée dans ce système. 100%. C'est seulement une question de temps. D'accord. Et d'ailleurs, tu parlais d'aéro, on voit qu'il y a également des pneus qui sont développés aéro pour, recouvrir les flancs, en tout cas le gap qu'il y a entre la jante et la largeur du pneu, notamment c'est Conti qui fait ça. Il y en a sûrement d'autres, mais je connais Conti et ça va loin. Absolument. Je vais te montrer après, quand on a fait l'interview, une image. Il y a une déclaration de Mohoric, le coureur de Bahreïn, qui déclare que avec la même puissance,
qu'il utilisait il y a quelques années passées avec la même puissance, parce que maintenant tu peux la mesurer, il fait 8 km par heure plus. Grâce à l'évolution de l'aérodynamique, du poids, rolling resistance des pneus, tout ça. Avec la même puissance, avec le même watt, il peut faire 8 km en plus par heure. Comparé à quelle date? Enfin, des mesures 5-6 ans, 5-6 ans. pas 40. 5-6 ans. Et alors, ce serait quoi pour toi la plus grosse contribution à ça? Alors, il y a évidemment plein de facteurs et de gains marginaux. On va parler d'aéro, on parle de peut-être largeur de pneus, on parle du marquage des chaussettes. Tout. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la compétition marginal gain. Ça veut dire un petit ici, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. À la fin, tout mis ensemble, ça fait une quantité importante, comme je disais, de 8 km par heure en plus. Et c'est pour ça que même on voit dans le Tour de France aussi des fois les médias des étapes qui deviennent toujours plus rapides parce que pour ce type de solution. Il faut dire aussi que maintenant c'est un système différent de faire des étapes. Avant, ils commençaient l'étape tranquille, après les dernières 30-40 km, ils commençaient à mettre le full gas. Maintenant, après le départ, full gas. Et donc les coureurs, ils ont besoin de faire quelque chose de vraiment rapide et qui fait la différence. Ouais. T'es évidemment au cœur du réacteur, au cœur de l'action, et puis ici on est à Taïwan, et c'est là où tout se fait ou se produit en tout cas. Euh, Qu'est-ce que tu vois comme évolution technique dont tu nous as pas parlé encore, système complet on a dit. À quoi est-ce qu'il faut qu'on s'attende, nous, en tant que passionnés, pratiquants ou gens de l'industrie? À quoi est-ce qu'il faut s'attendre dans les prochaines années en termes de technologie ou de tendance? Surtout, il y aura encore plus d'attention à l'aérodynamique. Même quand des fois, c'est pas trop nécessaire. Même on parle du gravel, par exemple. Mais même dans le gravel, même dans les vélos que c'est pas stratégique, l'aérodynamique, on fera toujours attention à tous les petits détails. Donc, même le choix des pneus et le choix de la forme des jantes, la forme des fourches, dans tous les vélos, pas seulement dans le vélo de route ou quand on la monte, mais dans tous les vélos, on va toujours faire attention à ça. Et surtout, les matériaux, par exemple dans les pneus, ils feront des solutions qui sera, comment dire, très bien au niveau du grip, mais pas trop de résistance dans le rolling resistance, plus de fluidité. Et bien sûr, avec la géométrie et l'ergonomie, enfin bref, ça serait beaucoup plus intéressant des marques qui fabriquent des vélos qui va développer des géométries dans ce type de sens. Et comme je disais aussi, l'intégration de toutes les pièces, les poignées intégrées dans le centre, la position, il y a tous des détails qui sont, disons, étudiés dans ce sens pour améliorer en général le confort, la performance et surtout la fluidité du vélo, oui. Toi, dans les composants, donc enfin, je vais pas te citer tout le catalogue, mais roues, cockpit, manivelle, est-ce qu'il y a d'autres produits qui t'intéressent? Est-ce qu'il y a, on a vu des transmissions peut-être, je crois me souvenir à une époque? Oui, nous, on travaille beaucoup sur la transmission encore au niveau d'amélioration des rayonnements surtout. Et une chose sur laquelle on travaille beaucoup, on fait beaucoup attention sur la durabilité des produits. Surtout parce que avant de changer un jeu de direction ou de changer une pièce, c'était très facile. Mais maintenant, vis-à-vis qu'il y a toute l'intégration des composants des produits dans le vélo, ça devient plus compliqué. C'est aujourd'hui, avec un nouveau moderne, tu veux changer le roulement, ça va te coûter peut-être 200-300 euros. Le roulement, ça coûte 5 euros. Ben, il faut 3-4 heures de travail pour démonter tous les gaines, ouvrir tout pour changer le roulement. Et donc, c'est vraiment quelque chose de limité. Donc, pour dire, on fait attention que tous les produits sur lesquels on va donner au client, ça va donner une longueur de vie plus longue. Peut-être pour toujours. Par exemple, on a fait des roulements qui, par rapport à des roulements acier inox, c'est déjà des très bonnes qualités pour au niveau de la rouille, on a fait des roulements qui durent 10 fois plus des roulements inox d'aujourd'hui. Parce que c'est des matériaux de traitement, parce que comme ça, tu peux mettre tes roulements dans le vélo et pour toute la vie, tu n'as pas besoin de les changer. Si tu veux les changer,
c'est en ton choix, c'est pas parce que tu es obligé de le changer. Donc, on fait beaucoup d'attention au niveau de la qualité et durabilité des produits parce que c'est déjà des vélos très chers. Et donc, on doit demander aux clients de pas d'être préoccupés pour la maintenance. Ça, c'est un petit peu notre idée. J'ai l'impression que ce dont tu parles, ça s'applique beaucoup aux jeux de direction intégrés. Oui, On en surtout voit, où il y a des enfin, roulements, oui. on en voit beaucoup et surtout, pardon, mais surtout parce que quand il faut changer un roulement ou un jeu de direction intégré, faut démonter tout le cockpit, les durites et tout. Donc en fait, toi, ce que tu dis, c'est que la solution au problème des pratiquants, finalement, c'est de faire des produits qui sont durables, qui vont pas avoir besoin de démonter, tout le temps. C'est ça? Exactement. Sur les jeux de direction, surtout, même partout, dans les boîtiers de pédalier, surtout dans les moyeux des roues aussi, parce que quand même, c'est quelque chose de très, très compliqué à démonter. Des fois, on a vu, ça devient aussi difficile pour les détaillants de ouvrir les pièces, ils n'ont pas les outillages, des fois ils sont pas capables, et des fois ils ont des difficultés à changer des roulements des moyeux parce que c'est quelque chose de délicat, surtout parce que maintenant on devient dans des produits toujours plus de sophistication, donc c'est plus comme avant. Et donc, moins on les touche et mieux c'est. Donc, c'est notre esprit de travailler, produire des pièces. On ne veut pas dire pour toute la vie, mais qu'il y a toujours moins ou moins besoin de maintenance. Comment est-ce que, tu observes, comment est-ce que tu as observé et vécu la situation de l'industrie, post-Covid? Avec, un gros pic, une grosse descente et puis là où on en est, comment est-ce que tu as vécu cette situation et comment est-ce que tu penses que, où est-ce que tu penses que tout ça est en train d'aller? Oui, alors, honnêtement, quand on a vu le boom après le Covid, il y avait une explosion du marché. Nous, on a vu que c'était pas pour toute la vie, c'est vraiment une boule limitée de quelques mois. Mais on a essayé de expliquer aux clients d'être plus tranquille, plus réaliste. C'était quelque chose de vraiment limité et d'être plus prudent. Mais pas beaucoup de clients étaient capables d'accepter notre conseil. On a vu seulement un ou deux ou trois clients qui ils ont été capables d'accepter, par exemple, que le 10% plus de commandes qu'ils avaient eu l'année précédente. Par exemple, c'est un détaillant, il avait commandé 100 vélos dans une année, ils acceptaient maximum 110 vélos. Mais il y a eu des clients qui ont commandé le double, le triple, quoi. Mais c'était pas réaliste. Et donc ça créé la situation qu'on a vue dans les dernières années. Mais est-ce que tu peux, comprendre, enfin, qu'il y ait des gens qui se soient dit: «Ça y est, c'est le moment, allons-y». Et c'est une question de mentalité. Il y a quelqu'un qui est, comment dire, prudent, qui est, comment dire, il est capable d'être dans la position de comprendre que c'est pas de réaliste, c'est pas logique. Mais tout le monde était un petit peu, il rêvait que c'était quelque chose pour longtemps. Et la plupart, ils étaient comme ça parce qu'ils avaient eu quelque chose d'incroyable et pensaient que le Covid, c'était vraiment une révolution, il allait changer la vie pour les prochaines 5 ou 10, 15 années. Mais effectivement, heureusement, c'était que 1 ou 2 ans. Et donc, ça crée des turbulences énormes qu'ils n'ont pas été capables de comprendre la tendance. Et nous, je peux te dire, après 1 an, que ben, déjà le boom, ça commençait déjà à avoir un petit peu de ralenti. On avait déjà appelé les clients. On les a dit, attention, on voit que peut-être ça peut arrêter. Donc, je vous conseille de couper les commandes, de regarder les quantités, d'être plus prudent. Et tous les clients, non, non, on veut continuer. Ils étaient même un petit peu fâchés avec nous parce qu'on voulait un petit peu les mettre en garde. Comme on voulait, ils avaient peut-être l'idée que on voulait pas les livrer pour des livraisons à d'autres clients. Ils étaient un petit peu même, mais ils se méfiaient de nous. Mais non, disons de manière honnête. Et donc, après quelques mois, on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Et là, on a vu plusieurs sociétés, ils ont déjà coupé, ils ont fermé, à qu'une, ils ont fait même faillite. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation que les ventes du marché, ça, c'est les ventes réelles qu'il y a dans le marché. Tout le monde dit, mais peut-être ça va revenir. Non, ça ne va pas revenir. Ça, c'est la réalité du marché. Grâce au Donc Covid, il y a eu des clients qui sont arrivés au vélo et quelqu'un y est resté, heureusement.
mais c'était peut-être le 5 ou 10% plus de ce qu'il y avait avant le Covid. Mais c'est pas le double, le triple, 4 fois plus. Donc, pardon, la réalité du marché, c'est quoi? C'est les chiffres qu'on a aujourd'hui Au niveau des ventes, au oui. niveau des ventes? OK. Oui. Donc, à mon avis, ça va pas être comme avant, c'est pas réaliste. Ça, c'est le marché réel aujourd'hui, et donc il faut s'adapter aux ces quantités aujourd'hui. Le problème, c'est que il y a encore des volumes de stock énormes qui sont toujours là, qui sont présents, et il faut d'une manière ou l'autre, il faut les digérer. Et l'autre préoccupation plus grosse que j'ai, c'est que on a eu la même chose en Chine. En Chine, on a eu une explosion de marché dans le 2023 à 24 énorme, et ils ont fabriqué des quantités de vélos, de produits, des pièces énormes, et à partir de 2025, le marché chinois, ils ont crashé de 50%. Et donc, il y a des surplus de production de produits de haut de gamme, ils ne savent pas quoi faire. Après, en même temps, il y a eu le tarif des États-Unis, qu'ils ont bloqué les importations de produits aux États-Unis, pour ce qu'on a vu pour au niveau des impôts. Et donc, il y a ce type de quantité énorme de produits qui va être probablement reversé vers l'Europe. Aujourd'hui, si tu regardes Internet, tu vas sur Alibaba ou autres sites comme ça, tu peux voir des roues carbone à 200 €. Tu peux voir des cintres carbone à 50 €. Tu peux voir des cadres carbone à 250 €. C'est pas la réalité. Mais là, il y a des volumes énormes qu'au lieu de les jeter à la poubelle, il va les reverser en Europe, essayant de récupérer une partie du coût de production. Donc là, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut s'attendre à une nouvelle vague de produits discountés qui vont probablement mettre à mal les ventes, Il est déjà actuelles? en cours, il est déjà en cours. Je sais pas si en France vous avez vu ça, mais je peux te montrer en Italie, tu dis AliExpress, Alibaba, ça, tu vois des choses incroyables, incroyables. Alors, c'est marrant c'est intéressant que tu dises ça. C'est pas très marrant d'ailleurs, mais effectivement, j'étais sur Alibaba il y a quelques jours pour regarder, différentes choses, et j'ai vu des choses, des prix, heu, à douter, du sérieux de ces choses-là, quoi. Et donc j'aimerais bien creuser le sujet parce qu'effectivement, il y a de quoi avoir un peu peur, quoi. Malheureusement, heureusement, je vais pas dire pas des choses, mais je peux dire de qualité OK, c'est pas mal, hein. Et en plus, ils donnent un service après-vente exceptionnel. Je sais qu'il y a des personnes qui ont essayé d'acheter des produits de Chine. Ils se méfient un petit peu, et des fois, ils ont même triché un petit peu. Ils ont fait un réclame pour dire: «Eh, la roue est un problème et c'est cassé». C'était pas vrai, et le fournisseur, sans discuter, ils ont envoyé une nouvelle pièce neuve, gratuit. Et donc, ils sont même impeccables au niveau du SAV. Même des fois, parce que peut-être ils ont tellement beaucoup de produits en stock qu'ils doivent liquider, donc pour eux, au lieu peut-être ça coûte plus cher de la détruire plutôt que la vendre, dans un prix symbolique. Mmh. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on voit de plus en plus de marques, heu, asiatiques, pour pas dire chinoises, de roues, de vélos, hem, avec des marques qu'on n'avait jamais vues jusqu'ici, qui ont des sites web, heu, qui font beaucoup moins, pardon, mais qui font beaucoup moins cheap ou beaucoup moins amateur que ce qu'on a pu voir avant. C'est-à-dire, avant, on voyait des sites de fabricants, allez, chinois, qui faisaient pas hyper sérieux, mais avec des prix hyper compétitifs dont on a parlé, avec des roues, des cadres, des composants, et cetera. Et maintenant, on voit ces marques-là monter en puissance et concurrencer effectivement d'autres grandes marques. Hem Est-ce que tu as des informations d'ailleurs sur cette tendance de ces marques, fournisseurs marques chinoises qui sont en train d'émerger? Ouais. C'est comme je disais, c'est une évolution du marché. Aujourd'hui, on parlait de Merida ou Giant, qui sont des acteurs principaux, peut-être les plus gros dans le monde entier, fabricants de vélos. Ces 2 sociétés, ils sont nés dans les années 70 comme sous-traitants des marques américaines. Merida, il a commencé à fabriquer des vélos Specialized dans les années 80,
Giant, il a commencé à fabriquer des vélos Trek et Scott dans les années 80. Et ils sont commencé à être des sous-traitants, des marques inconnues, et tout doucement, c'est devenu tellement fort qu'aujourd'hui, ils sont devenus des acteurs principaux avec leur marque dans le monde entier. Donc, Giant, numéro 1 dans le monde entier, il a commencé en 72 peut-être, oui, quelque chose comme ça, comme sous-traitant de vélos, fabricant de vélos. Dans les années 90 et début 2000, les grandes marques que je viens de faire référence, pour le composite, ils ont fait produire les vélos, les pièces en Asie, en Chine. Et là, c'est la deuxième évolution. Les marques qu'aujourd'hui, qui arrivent sur le marché mondial du vélo, c'est les sous-traitants des grandes marques que je viens de dire, qui faisaient les vélos pour Trek, pour Specialized, pour des grandes marques que je ne veux pas dire. Et maintenant, eux-mêmes sont devenus tellement forts, tellement gros, qu'ils ont une surplus de production. Et donc, ils sont obligés, pour continuer à vendre des quantités énormes, à arriver avec leur propre marque. Et c'est les mêmes que tu vois sur Alibaba, AliExpress, tout ça, c'est les mêmes qui fabriquent pour les autres marques. Maintenant, pour les raisons que je viens de dire, ils n'arrivent plus à d'acheter les produits qu'ils ont en stock. Et donc, tout ce surplus, ils doivent le vendre avec leur propre marque. Donc, dans 5-10 ans, les marques chinoises que tu fais référence, il va devenir les Merida, les Giant, la situation, grâce à la demande initiale des grandes marques qu'ils ont fait faire chez eux les produits. Ils ont donné les volumes, les quantités, la technologie. Ils sont devenus très forts que maintenant, il va devenir les concurrents de leurs clients, comme ils ont fait Giant. Ce que toi, tu veux pas faire d'ailleurs. Non, moi, je suis à leur disposition. Mais pour autant, même si on va parler de prix, même si on va parler de tarifs imbattables, voire même où on peut se poser beaucoup de questions, il va manquer à ces marques-là pour le moment une marque. En tout cas, une marque aujourd'hui, c'est une valeur refuge. C'est si j'achète, on va dire, c'est une garantie. Si j'achète une marque comme Specialized Giant, Trek ou autre grande marque, c'est parce que j'ai confiance dans cette marque. Je sais que je peux acheter globalement n'importe quel produit et avoir la garantie, on va dire, sauf cas, voilà, mais là, en tout cas, la garantie que le produit est de bonne qualité. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si je vais sur Alibaba, je vois un cadre à 200 € ou un cockpit à 50 ou une paire de roues à 200. Je vais avoir beaucoup de doutes sur le fait que je peux rouler avec ce genre de choses sans que sans que ça casse dans la première descente. Et là, c'est une question de, de confiance. Mais tout doucement, la confiance, il va la créer parce que ces fabricants-là, c'est les mêmes qui ont fait les produits pour les marques qui sont bien connues. Aujourd'hui, comme je disais, peut-être, comme FSI Vision, on a une chance. Les marques asiatiques qui arrivent avec les vélos, parce que il fait même les cintres, il fait même les roues, il fait des pièces, et donc ils sont développés par eux-mêmes. Les autres marques avec lesquelles on travaille, plus connues, Canon, Specialized, Bianchi, tout ça, ils ont peut-être tout l'intérêt à faire les pièces chez FSI Vision parce que A, il peut donner une référence connue sur le marché. B, on donne un service après-vente impeccable dans le monde entier. Et 3, on est bien connu partout. Donc, c'est les marques qui veulent se faire une différence au niveau de l'offre sur le marché. Ils ont tout l'intérêt à dire que les pièces sont intégrées dans le vélo avec leur marque, mais faites par FSI Vision. Au contraire que les Chinois, aujourd'hui, n'ont pas cette possibilité. Ouais. Donc, pour l'instant, pour eux, ça peut être un avantage. Ils doivent profiter de la possibilité de collaboration avec nous, de devenir les Brembo. Autrement, comme
disons les voitures françaises, italiennes ou d'Allemagne, ils peuvent utiliser les freins Brembo au lieu que faire la compétition des voitures chinoises qui n'ont pas de freins Brembo. Et donc, peut-être ils ont des problèmes à trouver l'assistance. Et ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, tout le monde parle récemment de l'agressivité des marques chinoises sur le marché européen des voitures électriques, mais maintenant, ils ont le problème de l'assistance. Ils trouvent pas les pièces de rechange, même s'il y en a moins besoin, mais ils trouvent pas les pièces de rechange, ils savent pas qui doit faire l'assistance. Donc, c'est un problème qu'aujourd'hui, les voitures chinoises qui arrivent sur le marché européen, ils commencent à retrouver. Mais enfin, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que on en revient un peu au sujet de développer sa propre marque pour inspirer confiance, hem, pour faire en sorte que des marques viennent te voir pour que tu produises leurs produits, pour que les clients de ces marques-là aient confiance dans les produits des marques. Exactement, ouais, c'est comme ça, ouais, c'est comme ça. Mais ce qu'il y a eu de l'automobile, dans la moto, Mmh. ça tend à arriver même dans le vélo. Donc, je disais, l'exemple des voitures sur le marché européen, ça fait parfait. Ça va voir qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Parce que comme tu sais, les voitures chinoises électriques, ils ont pris eux-mêmes, mais ils ont été grâce à Tesla, grâce à des sociétés étrangères qui sont là-bas fabriquer les voitures et ils en ont dit non. Après, eux, ils ont fait la différence avec la puissance qu'ils ont. Mmh. Ouais. Qu'est-ce que toi t'aimerais voir dans l'industrie? Qu'est-ce que t'aimerais voir de plus dans l'industrie du vélo que tu vois pas suffisamment? Que ce soit en termes de produits, en termes de collaboration ou de développement? Non, je voudrais bien qu'il y aura plus de cohésion entre toutes les marques européennes, entre les États-Unis, parce que chacun pense à sa propre, comment dire, marque et sa propre politique. Ils n'arrivent pas à faire des choix, des décisions d'une manière coexistence avec pour se protéger eux-mêmes. Pas se protéger, mais même pour trouver des collaborations pour faire des différences. C'est un petit peu comme si se fait la guerre entre eux sans considérer que le vrai ennemi, il est d'autre part. Et donc, ils n'arrivent pas à se coaliser ensemble pour faire quelque chose de positif pour le marché européen, pour protéger leur propre industrie. Et ça, c'est quelque chose, ça me fait du mal parce que même si des fois, ils comprennent qu'ils auraient besoin, mais personne ne fait rien pour ça. Mm. Mmh. Et après, ce dont on avait parlé aussi avec, Giorgio, c'est que, une marque comme SRAM, par exemple, a, a un intérêt à pousser comment dire? À faire de la recherche et développement, à développer de nouveaux produits, qui apportent des solutions, aux utilisateurs, hein, mais en s'affranchissant de standards, en s'affranchissant de normes. Donc, j'ai pas d'exemple concret en tête. Le UDH, par exemple. Donc les nouveaux standards de pattes de dérailleur. L'objectif, c'est de simplifier la vie des consommateurs. Mais pour les marques comme vous, ça apporte, un nouveau standard, donc ça nécessite de s'adapter. Comment toi tu vois ça? Et c'est pas que nous, bien sûr, comme producteurs de pièces, on est obligé à suivre l'imposition de SRAM et Shimano parce que c'est eux aujourd'hui qui ont la possibilité d'imposer ce type de solution technique. Mais je peux te dire que les fabricants de cadres ne sont pas contents de accepter cette obligation. Et donc, ils sont obligés à suivre ça. Même des fois, quand ils développent des cadres, nouveaux designs, ils sont obligés de demander à Shimano et SRAM, est-ce que d'ici à 2 ans, vous allez changer quelque chose parce que j'ai le temps de faire un nouveau cadre? C'est, si je fais ça, je me garantis, vous n'allez pas de faire différence. Autrement, le nouveau cadre que je développe aujourd'hui, dans 2 ans, il est vieux. Et donc, ils ont peur c'est pour ça, ils sont même obligés et ils sont même intéressés à développer leur propre système. Pour se complètement détacher, c'est eux-mêmes qui peuvent décider qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est même ce type de besoin.
Mmh. Et toi, il y a des systèmes que tu aimerais développer, justement? Il y a des solutions que tu aimerais pouvoir apporter Il à... y en a Ouais? plusieurs, oui, il y en a plusieurs, mais je pense qu'à la fin, nous, si on les mettra en disposition, ça sera peut-être avec des solutions exclusives pour certains clients, parce que quand on arrivera à cette solution, il y aura le système Specialized, il y aura le système Trek, il y aura le système Cannondale, qui sera peut-être intégré dans le propre cadre, parce qu'on peut penser même d'avoir des cadres carbone où tous les gaines sont déjà à l'intérieur du cadre. Donc aujourd'hui, tu fais passer la gaine pour le frein qui doit passer à l'intérieur, il doit rentrer de la boîtier pédalier, il doit sortir la longueur, la qualité, la couleur. On arrivera à avoir des cadres où la gaine est déjà à l'intérieur. Tu fais seulement la fixation, pam, c'est déjà fait. Des petits détails, on doit arriver à ça. Mmh. Et là, enfin, tu nous donnes un exemple qui est un câble ou une gaine de dérailleur, mais est-ce qu'il y a d'autres, je sais pas, d'autres évolutions ou révolutions, peut-être en matière de roues, de cockpit, des choses que tu aimerais bien voir? Oui, surtout par exemple, arriver à faire des pièces facilement à changer. Si tu dois changer une chambre à air, donc tu peux démonter la roue facilement sans peut-être enlever la chaîne. Il y a plusieurs choses à faire, beaucoup à développer. Ouais, comme D'accord. je dis, il y a un monde entier derrière qui peut nous apporter des améliorations. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? À toi, ainsi que peut-être qu'avait fait ça, mais Je souhaite qu'il y aura plusieurs développements d'infrastructures, surtout en Europe, surtout dans le sud d'Europe, pour aider et pour convaincre les personnes à utiliser plus le vélo. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire en plus, pour question de sécurité. Et surtout de commencer à apporter une éducation aux petits enfants au début à utiliser le vélo, comme ils ont fait en Hollande, par exemple. Hein. mmh, Déjà, de petits, ils ont des pistes cyclables, ils ont déjà les infrastructures déjà bien, donc c'est plus facile. Mais on devrait arriver à développer ce type de situation pour tout, pour une question d'écologie, pour une question de qualité de vie, de tout, même mmh, de la santé même. Il y a John Burke, le président de Trek. très ouais. J'ai vu une présentation qui amène dans le monde entier depuis des années. Tu le peux trouver même sur YouTube. Mmh, Il fait la référence d'une ville américaine qui s'appelle Louisville. Le syndic de Louisville, il était un passionné de vélo. Quand il a pris la place, il a commencé, première chose, à faire des incentivations pour acheter des vélos avec des prix plus bas. Il a créé des pistes cyclables dans la ville. Ils ont limité le trafic dans le centre de la ville et il a créé des événements pour utiliser plus de vélos. Avec des dates à la main, après 3-4 ans, la qualité de l'air est améliorée de 25%, l'obésité est diminuée de 40% et le trafic est annulé. Il y a tout, il y a que des choses positives dans ce type de solution. Il a mis du temps pour changer l'éducation. Au début, il a trouvé la résistance de la population, mais à la fin de 4-5 années, il a trouvé des avantages. Donc, au niveau résultat, c'est exceptionnel. Le problème que les lobbies des voitures, ils sont pas contents parce que tu dépenses pas de D'essence. l'essence, tu fais pas l'assurance, tu n'as pas changé les voitures. Et donc, Et tu pour vas moins pour, chez le médecin, tu achètes moins de médicaments. exactement. Donc, c'est pour ça la question qui fait beaucoup de Mmh, différence. Ouais. OK. Hem, Si tu avais, quelqu'un, que tu aimerais pouvoir entendre dans un prochain épisode d'En roue libre, ce serait qui? Oh, wow, belle question. Quelqu'un de l'industrie ou même pas d'ailleurs, mais français ou francophone ou Non, anglophone? moi, je pense dans le monde entier Ouais. qui pourrait être quelque chose qui fait la référence. Une provocation, tu devrais voir quelqu'un de chinois. Parce que j'ai vu des révolutions de société dans les dernières 20-25 ans en Chine, incroyables. Et donc, j'étais au mois de décembre, j'allais visiter XDS, par exemple, qu'aujourd'hui Mmh. XDS, elle est dans le monde professionnel avec Astana, X-Lab, X-Lab. mmh.
Et ils ont fait une chose ils ont fait la célébration de 30 ans d'activité. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait à 30 ans? On peut pas l'expliquer. Et donc, je sais qu'il y a d'autres sociétés qui ont fait cette évolution. Et surtout, dans la manière et dans le système qu'ils ont fait pour arriver à ce niveau-là de production, c'est waouh, incroyable. Et peut-être ça peut nous aider à comprendre qu'est-ce qu'il y aura dans les prochaines 10 années, 15 années en face à nous, à mon avis. Ok. Bon. XDS, donc fabricant chinois donc qui produit pour beaucoup et qui a lancé sa propre marque, donc qui s'appelle X-Lab, donc comme tu disais, qui équipe l'équipe Astana, que effectivement moi aussi j'ai vu sur le radar là il y a peu de temps et qui apparemment pousse très très fort. Mais surtout dans le système et la manière dans laquelle ils sont arrivés à s'imposer de manière si forte avec vraiment pas beaucoup de temps. Et ça peut nous aider à déchiffrer le futur avec eux. Ok. Très Et intéressant. peut-être ça peut nous confirmer ce que je viens de dire dans cette interview avec Ouais, l'intégration des produits. bien sûr. Hein. C'est d'ailleurs aussi ce que j'aime bien faire dans Eurolibre, tu vois. Tu viens à Shanghai. Pour le moment, c'est pas prévu. Ah non. Pour le moment, c'est pas prévu. Par contre, je vais aller à Sea Otter, et là, je vais rencontrer des gens de chez X-Lab. Voilà. Ah oui, c'est le frère. Ah. Il y a deux frères. Un il s'appelle Kendrick, l'autre s'appelle Edwin. Edwin, il s'occupe des États-Unis avec Jordan. Ok. Tu vas rencontrer qui, tu sais? J'ai pas encore, je sais pas encore. Je serai là aussi, bien sûr. D'accord. On sera Ok. ensemble. Très bien. Bon. Un mot pour finir? Pour finir, je dois dire que je me retiens une personne qui a beaucoup de chance dans ma vie pour être capable de faire devenir, de réaliser mon rêve. Et donc, c'est vraiment la question que je me regarde ce que j'ai passé dans les dernières 30, 40 ans, c'est que j'ai pu toucher avec la main les satisfactions jour par jour pour arriver à joindre mon but. Donc, c'était la chose la plus belle que je peux conseiller à toutes les personnes qui m'écoutent. Bien sûr, mon fils, ma famille. Et ça, c'est quelque chose que ça donne vraiment la satisfaction. Aujourd'hui, je fais ce travail depuis 40 ans et je travaille encore peut-être 14, 16 heures par jour sans être fatigué. Mais est-ce que tu Parce travailles que vraiment? c'est pas un travail. Pour moi, Voilà, c'est un hobby. c'est C'est un ça. plaisir. C'est un Ouais. plaisir. Et encore, je vois beaucoup des clients, des contacts qui me disent, mais t'es encore là? Je dis oui, parce que pour moi, c'est un plaisir, c'est pas un travail. Donc, Ouais. toi, tu vas au bistrot, jouer aux cartes, ou tu vas au casino. Pour moi, travailler dans le monde du vélo, c'est le même plaisir. Très bien. Eh ben, à moi, merci Claudio. Merci pour cet échange et puis merci pour, ouais, cet éclairage hyper intéressant, qu'on n'a pas souvent la capacité d'avoir, que j'ai pas forcément toujours la capacité d'avoir dans Roue Libre, parce que faire des ponts entre, l'Europe, l'Asie, avec cet œil, production et aussi surtout le fait que, bah, comme tu es un fabricant de composants, bah, tu es au cœur des stratégies des marques. Enfin, tu es au cœur du développement des produits, donc ça nous permet de voir ça. Et puis aussi, merci je sais que c'est pas un effort, mais merci de permettre de faire ça en français aussi. Les gens qui nous écoutent auront noté ton accent, et te passeront les mots, qui sont pas toujours français, mais plutôt un mix italien. Mais voilà, si vous avez des questions sur sur les mots que Claudio a employés, on répondra. Donc un grand merci pour ça, et on va continuer à suivre, parce que effectivement, il y a des sujets dont on a parlé qui méritent qu'on s'y intéresse. Absolument. Production en Oui, Asie. bon, je m'excuse de ma part si le français n'était pas parfait, Oh, mais j'ai essayé de faire mon non. mieux. J'ai étudié quand j'étais tout petit à l'école. J'ai fait la première élémentaire, donc j'ai pu utiliser beaucoup, mais j'espère que c'était quand même compréhensible. C'était très très bien. C'est tout ce qu'on aime. Ok, parfait. Donc merci.
Ben, merci aussi à vous qui nous avez regardés ou écoutés. Et puis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Ça se passe dans la rubrique commentaires. Merci Claudio. Merci à Et toi à- et merci d'avoir donné cette possibilité de me mettre en contact avec votre spectateur. Merci. Avec grand plaisir. Merci. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode d'En roue libre. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de passer plus de temps sur votre vélo. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre la communauté En roue libre en vous abonnant sur YouTube et en suivant En roue libre sur Instagram et TikTok. Aussi, abonnez-vous à la newsletter En roue libre pour ne rien manquer de l'actu du monde du vélo et d'En roue libre. Vous venez d'écouter En roue libre, l'émission qui nourrit votre passion du vélo, et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.